super menteur national, notre ministre en charge des travaux publics hier, le bien nommé Nganou Djoumessi, était en conclave avec ses principaux collaborateurs, mais également avec bien des personnalités qui sont dans la filière qui concerne bel et bien le réaménagement, le revêtement des routes nationales. Et au bout du compte, satisfait véritablement exprimé en mondovision de la part du ministre des Travaux publics qui reconnaît que, en raison des pluies, bien de choses n'ont pas pu être faites et qu'on n'a pas de souci à se faire. À compter de janvier 2018, eh bien, la plupart des routes, comme par une baguette magique, vont être replâtrées et réaménagées de façon tout à fait sérieuse. Il nous demande de croire et de continuer à le croire. Voilà comment les choses se présentent dans notre pays. Mais on veut bien lui rappeler que soit il ne vit pas dans le même pays, soit alors il fait simplement preuve de mauvaise foi ou alors un peu de politique politicienne, peut-être parce qu'on est également la veille d'une année électorale, le ministre des Travaux publics. C'est l'une des choses les plus mal faites depuis la mise en place de ce gouvernement, le réseau routier urbain et interurbain. Aujourd'hui, voilà. Et Nganou Djoumessi vient ainsi simplement rallonger la liste de ces ministres les plus impopulaires qui, normalement, devraient être immédiatement remplacés si on a l'hypothèse d'un remaniement, ajouté au ministre de la Santé, au ministre des Sports, au ministre des Transports, et peut-être pourquoi pas à celui en charge des questions de communication. Merci, bienvenue. Voici le Zénith de ce vendredi. Bonjour à vous, Charles Amel. Bonjour, Sam Severango. Bonjour à André Mamafouda, ministre de la Santé. À l'extrême nord, tout va tellement bien que le receveur des finances, porté disparu, qui est de retour à annoncer être allé se soigner en Djamena, à la clinique Espace Santé, parce qu'il manque des infrastructures de ce côté pour pouvoir le soigner. C'est bien. Pousseri se porte bien sur le plan de la santé, malgré le fait même que les populations attendent toujours le centre d'imagerie médicale, tant promis par vous et Ali Mayatou. Très bien. Je dois bien rappeler que l'extrême nord du Cameroun est presque coupé du reste du pays aujourd'hui. Dans le logo Nechari, nous enregistrons tous les jours des appels alarmants de populations qui sont postées de ce côté-là, qui manquent pratiquement de tout aujourd'hui, y compris, comme vous le dites, Charles Armel, du nécessaire en matière de soins de santé. Merci. Bonjour à vous, Megui. Bonjour Sam Severa et bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Voilà, un plaisir partagé. On va le voir tout à l'heure, donc, avec la revue des réseaux sociaux qui sera livrée par vous et on l'espère également avec la contribution de nos téléspectateurs qui vont réagir en même temps sur l'histoire du jour et la colère dans cette première partie de cette émission. Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, moi je salue le ministre Betty Assomo qui a encouragé l'armée. Moi aussi je les encourage. Armée républicaine, citoyenne, merci. Mais que M. Betty Assomo commence à envoyer le génie militaire dans le logo Nechari. Le logo n'a commencé à quitter le lit. Les populations vont bientôt être inondées. Qu'on cache bien les charniers et tout ce qu'on a eu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, c'était bien, mais nous aurons en face les associations de défense des droits de l'homme. Voilà, c'est l'une des résolutions de cette réunion de crise tenue hier à Boya, donc autour du MINDEF, avec cette réaffirmation de ce que l'État camerounais ne cédera aucune parcelle de son territoire, menacée ainsi comme il le pense par des velléités sécessionnistes, mais également terroristes aujourd'hui. Voilà. Armée républicaine, on a bien envie de croire à votre suite, Mbambok, que la République ne va pas sombrer dans une sorte de défense qui protège plutôt le régime et que cette armée-là veillera bel et bien à la protection des populations et des personnes. Voici l'histoire de tendance qui nous permet de bien nous plonger au cœur de ce programme. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais parler d'un couple dispersé. Voilà, ou encore d'un couple, je ne sais pas si je peux appeler le couple désordonné. Dans tous les cas, je vais parler d'un couple, je ne sais pas si je vais même aussi dire le couple bras de fer. Je ne sais pas si je n'ai pas employé le mot là. Parce que la dame de ce monsieur m'a parlé, Sam, parlé jusqu'à me dire que tendance, à l'heure-ci, à la guerre comme à la guerre, je ne peux pas mourir sans déchirer le drap. Elle dit qu'à l'heure-ci, même si c'est le pape qui se lève, même si c'est le pape qui se réveille, c'est qu'elle a dans son cœur, elle va d'abord faire. Même si c'est comment, elle va d'abord faire ce qu'elle a dans le cœur. Que s'est-il passé? Tendez bien vos tympans, chers téléspectateurs,
chère dame, parce qu'elle a besoin de vos conseils. Elle me regarde. Femme au foyer, mariée avec 3 enfants. Son mari a tient le genre que même dormir, il ne dorme plus. Quand je dis dormir, dormir sexuellement. Vous-même, vous savez ce que ça fait entre nous les femmes. Que tu sois à la maison avec un homme, vous restez, mais vous ne faites rien. De 2, elle me dit qu'elle est méprisée, bastonnée. Donc, que son mari lui manque le respect au point où elle dit, voilà, qui m'a envoyé chez l'homme, si sinon le divorce. Monsieur dit, non bougie, que je ne te libère pas. Et monsieur allait jusqu'à faire un enfant dehors, comme elle a su. Le gars a débarqué qu'avec la photo de l'enfant a grandi, mettre au salon. Elle veut parler, il dit que non, c'est moi l'homme, voilà mon enfant, je n'ai pas les comptes à te rendre. Elle aussi, de son côté, dit à son mari que si on le divorce, tu passes tes nuits dehors, tu rationnes même, tu ne manges même pas, tu me bastonnes souvent, je veux même qu'on cause, on ne cause pas. Je ne peux pas vivre le martyr, voilà le vrai mot en bon français. Le martyr, ça veut dire quoi? Qu'elle ne peut pas souffrir et mourir avant son jour. Monsieur dit, je ne signe pas le divorce, je n'ai pas les comptes à te rendre. Elle aussi, de son côté, me dit, ma star, pour ne pas mourir de l'AVC, je me suis tapé un gars dehors. Une femme mariée qui a un gars. Qu'elle s'est tapé un gars dehors et qu'elle veut faire son dernier marché. Comme elle a trouvé depuis de faire avec son homme Nossam. L'homme aussi ne veut pas la libérer. Elle aussi, elle va accoucher, elle va porter encore une dernière grossesse avec son show. Que coûte, que coûte. Que comme son mari n'est pas en train de changer d'ici peu, je vais la voir avec le ventre. Que si elle la voit avec le ventre, c'est que ce n'est pas l'enfant de son mari. Qu'elle veut pousser même le mabou pour que les 2 divorcent, mais n'arrive pas. Pardon, dites-moi un peu. Comment un homme normal doit se comporter avec son épouse? Est-ce qu'il pense, quand il regarde ces 3 enfants-là, il pense à sa femme? Point d'interrogation. La dame qui dit aussi qu'elle va porter la grossesse pour que monsieur, si monsieur peut même signer le divorce, est-ce que c'est normal? Point d'interrogation. Je vous laisse la parole. Parole à Charles Amel Bachou. Dans le cas d'une telle éventualité, est-ce que le monsieur pourra être appelé à finalement accorder le divorce? Alors, il faut connaître la nature, hein. Il faut connaître la nature de leurs problèmes, d'où vient leur problème. Ça peut être dû à ceci que l'homme a constaté une infidélité de sa femme, on peut le dire, puisqu'elle veut déjà aller jusqu'à concevoir une grossesse étant sur le même toit que son mari. Là, on est en aval. C'est l'amont, justement. Nous sommes obligés de spéculer en amont. On ne nous a pas donné les informations, on est obligé de spéculer. Est-ce que l'homme aurait constaté une infidélité? Est-ce que l'homme se serait rendu compte qu'il s'est trompé du choix sentimental? Est-ce que l'homme s'est rendu compte à mi-parcours que véritablement celle qu'il a épousée ne devrait pas être elle? Est-ce qu'aujourd'hui il refuse le dialogue, le divorce, tout simplement parce qu'il veut préserver les enfants? Est-ce que quelque part ce n'est pas l'homme lui-même qui est la faute? Surtout de la base, qui est la faute, à n'en plus parler, qui a voulu ou qui espérait avoir certaines choses derrière cette fille. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, les mariages sont des mariages bien organisés, bien intéressés. Est-ce que ces attentes ont été comblées? Donc, à ce niveau, moi, je pense que les 2 sont coupables. C'est-à-dire, l'homme est tout aussi coupable que la femme, parce que lorsqu'il s'est rendu compte que l'amour, il n'y avait plus, il pouvait se retirer carrément. Lorsqu'il s'est rendu compte que la femme avait eu à poser une infraction, si jamais elle a eu à le faire, et que ça ne cadrait plus avec les principes qui étaient les siens, il pouvait se retirer. Même la femme, dans les premières heures où elle s'est rendu compte que ça n'allait pas, elle pouvait faire intervenir toute la famille, la belle famille, et sa famille, et dit, je n'en peux plus. Après conciliation, si ça ne va pas, demander tout simplement le divorce, avoir l'assentiment de la famille et se retirer. Donc je pense qu'ils sont arrivés à un point de non-retour. Il ne faudrait pas que le pire, parce que si elle conçoit cette grossesse, Dieu seul sait ce qui pourra se passer dans ce foyer. Était-ce une bagarre? Était-ce, on ne sait pas, dans tous les cas, qu'elle évite. Alors, je dois bien rappeler que Tendance m'a bien raconté l'histoire à moi, dans les coulisses également, et l'une des informations à ajouter, puisque vous parlez de famille, c'est que Tendance, il y a bel et bien eu des conciliations, on a tout fait, on a rassemblé des familles. Même 100 fois. Jusque-là, l'émotion ne bouge pas. Alors, mais il s'agit d'un couple qui a des enfants, 3 enfants qui grandissent bien, bon, qui heureusement pour l'instant bénéficient encore, apprend-on, d'une bonne éducation, de la part des 2 parents de toutes les façons, même si, vu la situation conflictuelle qui prévaut, on ne peut pas penser que ces enfants-là pourront finalement mieux s'épanouir à l'avenir. Oui, bénéficier d'une bonne éducation, ça c'est à revoir parce qu'il faut dire que les enfants dans un foyer perçoivent beaucoup de choses. Les enfants perçoivent quand les parents ne s'entendent pas. Parce que quand il y a un climat qui règne dans la maison, je crois
On peut penser que les enfants ne s'en aperçoivent pas, mais ils savent. Ils savent remarquer quand papa rentre, maman n'est pas là pour l'accueillir à la porte avec un câlin, avec des paroles gentilles. Papa est de son côté, maman est de son côté. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion paisible à la maison. Il y a un climat, donc ça peut jouer sur je veux dire quoi, la psychologie des enfants. Maintenant, pour ce qui est des deux conjoints, moi je dirais, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, pourquoi est-ce que c'est difficile, dans toute chose dans la vie, on peut se tromper. Ça veut dire qu'on peut même se mettre en couple avec quelqu'un et se rendre compte par la suite que les choses ne vont pas comme on l'aurait souhaité. On peut se rendre compte qu'il y a une incompatibilité par la suite. On peut se tromper. L'erreur est humaine. Maintenant, au lieu de pousser les choses très loin, d'arriver à se détester, parce qu'en fin de compte, il y a des enfants. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre, on sait que généralement, le plus important, c'est des enfants à préserver. C'est là le problème, Guy, parce que selon Justement. toute vraisemblance, l'homme en question serait très attaché à ses enfants-là. Voilà. Donc il préfère garder Maintenant, l'épouse maltraitée. être attaché aussi à sa femme, à ses enfants, ça se matérialise aussi par le respect qu'on a envers leur maman. Ça, il faut le dire. Parce que si vous êtes attaché à vos enfants et que vous voulez vraiment leur épanouissement, vous devez faire en sorte, les deux conjoints, c'est-à-dire la femme et l'homme, vous devez faire en sorte que justement ces enfants que vous aimez plus que tout au monde soient dans un cadre convivial et qui favorise leur épanouissement. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez vos enfants quand vous ne leur apportez pas le climat souhaitable au sein du foyer dans lequel ils vivent. Quand vous sortez, vous abandonnez leur mère, parce que quand vous croyez que vous faites souffrir leur mère, c'est eux que vous faites souffrir. Parce que généralement, c'est je veux dire, une situation de cause à effet. Vous sortez, vous avez des maîtresses dehors, mais attendez, vous croyez que vous allez vous amuser avec les maîtresses. Elles ne s'amusent pas. Elles ne s'amusent pas. Ce qu'elles veulent, c'est peut-être entrer dans ce foyer et faire sortir votre femme. Donc, même involontairement, vous allez faire souffrir votre femme et vos enfants. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez vos enfants quand vous vous comportez de façon aussi irresponsable. Faire des enfants dehors. Certains hommes vont vous dire qu'ils ont fait des enfants dehors parce que leurs femmes ne peuvent pas concevoir. Voilà donc une femme qui a fait des enfants. Elle n'a pas de problème de conception. Et semble-t-il, elle s'occupe plutôt bien de son mari. Voilà, bien, justement. Maintenant, vous maltraitez cette femme-là. Vous ne remplissez même plus votre devoir conjugal. Et semble-t-il avec la contribution de la belle-mère aussi, parce Tout à fait. qui est rangée du côté de son fils. Tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez vos enfants. Je suis désolée, vous n'aimez pas vos enfants. Maintenant, si vous ne voulez plus de cette femme, mais écoutez, peut-être, je ne sais pas, vous pouvez vous séparer et garder de bons rapports. Au lieu d'arriver à vous blesser mutuellement, où l'autre veut se venger, parce qu'on est dans un cas de haine déjà, où la femme veut se venger, elle veut faire mal à son mari, aller prendre sur elle, de se faire enceinter par quelqu'un d'autre, alors qu'elle est encore mariée dans un foyer. Et sans le cacher à son mari. Qu'est-ce que vous diriez à cette femme? Est-ce qu'elle doit aller jusqu'au bout de cette idée? Je ne peux pas la conseiller. Je ne peux pas lui dire, je peux pas lui dire de faire ça. Si elle sait qu'elle ne peut plus supporter ce climat dans son mariage, parce que ça ne sert à rien de forcer et dire que je force pour les enfants. Vous faites même mal à ces enfants-là. Autant mieux chacun reste dans son coin et vous vous arrangez pour que les enfants ne ne pas partir comme ça. Alors, Bombok Bengan, elle n'est pas prisonnière. Elle n'est pas prisonnière. Bombok Bengan, dans l'histoire, la femme aurait bénéficié simplement d'un acte de mariage civil. Elle n'a pas été dotée au plan traditionnel. C'est ce qui ressort de cette histoire. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les choses prennent des proportions assez inquiétantes aujourd'hui, elle veut se faire enceinter par un autre homme. Non, d'abord, il faut lui dire de ne pas se faire enceinter par un autre homme. Si elle veut se faire, si jamais elle voudrait se faire, il faut que ce soit le cousin de son mari. C'est comme ça que nous on réglait. Ah bon? Ces problèmes, oui, Sam, les problèmes, ces problèmes vous semblent, j'allais dire, non, ce sont des problèmes qui existent depuis que. Donc, ce n'est pas insoluble du tout. Vous n'y trouvez pas. La tradition africaine a tout prévu, a vécu ça et a apporté des solutions. Vous ne pouvez pas dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et penser que l'Afrique n'a pas connu ce genre de problème. Charles Hamel a commencé tout à l'heure par le conseil de famille. Il faut que ça se termine par un procès verbal de conseil de famille. Ça, les deux, je pense.
Bon, à ce moment, si ce n'est pas possible, Sam, il y avait eu des cas graves où le mari allait avoir des maîtresses dehors, venait même, transmettre les MST à son épouse. On interdisait à cette femme-là d'entretenir des relations intimes avec son époux. Et on lui disait, trouve, parce que chez nous, on préserve le sang. Lorsque j'ai parlé du cousin, on dit à un cousin, à la femme en question, si tu as un cousin de ton mari, fais les enfants avec lui. Ce ne serait pas une parfaite infidélité toujours comme ça? Mais autorisé. Pourquoi? Parce qu'on préserve le sang. Regardez ce qui se passe souvent. Là, on ne tient pas compte des relations d'amour, des sentiments qui peuvent... Plus que la femme est terrorisée par son époux. Et on préserve les relations de couple, de famille, de communauté. C'est ce qui se passe. Comment vous allez... Ça se voit souvent dans vos films que vous regardez. Megui et Tendance, je vous interpelle. Vous voyez souvent une femme qui veut se marier avec un homme. Et après, se rend compte que, voilà, j'avais fait un enfant. Cet homme m'avait fait un enfant. Avant, quand j'étais à l'université, j'ai fait un enfant avec elle. Et les deux enfants veulent se marier. Vous avez fait un enfant avant le mariage. L'homme aussi a fait un enfant avant le mariage. Et vous voyez, ces deux enfants veulent se marier alors qu'ils sont des frères. Pourquoi donc? Pour éviter l'inceste à ce moment-là. C'est comme ça qu'on régule l'inceste au sein du couple. C'est-à-dire que Bombo qui pensait être très grand, très beau, être maltraite notre femme. Parce qu'en réalité, c'est là où la communauté vient protéger sa femme. On dit à l'homme, bon, tu as dit que tu ne dors plus avec cette femme, tu ne veux plus. Nous, on t'autorise, madame, trouve-toi. Alors, pour l'instant, vraiment, au-delà de ces solutions traditionnelles, Mbabok, rapidement, je reviens à vous. Puisque le monsieur semble s'entêter, il ne veut pas libérer la femme. Est-ce qu'on peut le contraindre, malgré tout, à accéder à cela? Absolument. Pour libérer cette fille-là qui souffre le martyre. Absolument, parce que le mariage, en fait, qu'est-ce qui bloque le divorce au Cameroun? Il y a sûrement les gens qui parlent voir les magistrats, ils les soudoient par derrière, ils disent non, parce que l'esprit dans le divorce, c'est qu'il faut que les gens aient honte d'avoir divorcé. C'est ça l'esprit de cette loi qui encadre le divorce. Il faut donc que la famille aide la femme à faire en sorte que l'homme ait honte. C'est-à-dire par le procès verbal bien matérialisé, la femme et les deux familles, je veux dire, relèvent les situations telles que la femme entretient bien son mari et voilà, l'homme aura honte. Et là, les deux familles, donc, effectivement, vont même ajouter à cela, parce que même dans l'acte de mariage, on dit mariage avec d'autres ou sans d'autres. La famille va même dire, il n'avait même pas doté. Oui. Donc, ça rajoute encore un élément dans l'acte de divorce que la femme voudrait. Dans la procédure, rapidement. Oui. Non, c'est la femme qui peut saisir. Maintenant, comme on demande toujours l'avis de l'homme, voulez-vous toujours garder votre femme? Il va dire oui, ça va bloquer. Maintenant, les deux familles réunies donc avec ce procès verbal, ça va donc déclencher le truc au point où le mari aura honte. Et on va oui, tendance rapidement. Présent Sam, magie bobé, miracle na bobé. Donc vous me faites rigoler. Tu aimes toi les manguiers, tu n'aimes pas le manguier, mais tu aimes les fruits qui sortent sur le manguier. Incroyable, impossible, pourtant vrai. Maman, c'est mieux de... Il doit signer le divorce ou tu sors de chez lui parce que, alors si Sam, dans un foyer, qu'est-ce que c'est que l'amour? Petit pays avait dit l'amour est imbécile. L'homme qui t'aime ne peut pas te faire souffrir. Alors tu ne peux pas rester perdre ton temps pour quelqu'un qui n'a pas aussi ton temps. Tu as mon temps, j'ai ton temps. Tu me respectes, je te respecte. Ne me dis pas que tu aimes tes enfants et tu n'aimes pas la mère. Non. La mère, j'ai d'abord une tête dure. C'est mieux que tu quittes même de chez lui. Je sais que lui va chercher le problème parce que si tu quittes, il va m'aller appeler. Non, tendance, si elle quitte comme ça, c'est elle qui sera en faute. Oui, non, ça ne me coupe pas sans qu'elle ne finisse. Oui, parce que c'est un peu dur. Aller porter encore une grossesse étant sur le toit d'un homme. Papa, décide-toi. Sur le plan légal, cet enfant qui naît sera l'enfant de l'homme qui est à la maison. Lui-même, il est là, en amour même. Non, il faut qu'elle le sache. En amour même, quand il n'y a plus de rapport sexuel, c'est qu'il y a problème. Là, ils vivent maintenant comme les ennemis. Et mon mari ne peut pas être mon frère. Tu es là avec moi comme si c'était ta soeur. Non. Mon homme, c'est celui qui doit me faire l'amour, doit faire les enfants. Ou elle veut faire son dernier enfant. Donne-lui la possibilité de refaire sa vie. Quelqu'un là, il te frotte la vie. Il n'avance pas, il n'avance pas, mais il ne recule pas, mais il est là sur place. Il ne te dit rien. Tu veux faucher la vie de qui? Et à nous, dans la vie, on gagne en temps. Très bien. Charles Amel, vous avez dit tout à l'heure que les deux sont fautifs, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir le courage dans l'histoire
de dire que dans cette affaire, c'est telle partie qui est en cause essentiellement. Accuser par exemple l'homme dans l'histoire. Rappelons-nous de cette histoire où un homme rentrant de mission avait surpris son épouse sur le même lit conjugal, sur le lit conjugal avec un autre homme. Il était ressorti s'asseoir sur le canapé. La femme s'est échappée, rentrée chez ses parents. Il est allé dire, j'ai épousé ma femme pour le meilleur et le pire, que ma femme rentre à la maison. La femme est rentrée à la maison. Le père a dit, je ne peux pas, c'est ton mari, il est venu te chercher, rentre. Elle a tout vomi à la parent en disant, voilà l'acte que j'ai posé. L'homme a dit, ma femme, tu es ma femme, je te pardonne, rentre-toi à la maison. La femme est rentrée à la maison, Sam Severa. Il continuait de rationner, il ne mangeait pas. Il est arrivé, il dormait au canapé en disant à sa femme, nous allons continuer à vivre ensemble. Je porte cela dans le cœur. Donc, pour dire, Sam Severa. Mais la suite n'a pas été heureuse. Sam Severa, il y a une suite. Pour dire quoi, Sam Severa? Malheureuse. Je reconsidère cette affaire parce que j'estime quand même qu'il y a une incongruité. Vous ne pouvez pas vivre avec un homme, vous êtes une femme. Vous dites que cet homme ne vous aime pas, il ne vous fait pas l'amour, c'est monter, c'est descendre, vous continuez à vous occuper de la maison, vous continuez à vous occuper de lui, vous continuez à prendre soin de lui, ça veut dire que vous êtes fautif. Et pour une femme qui se lève en disant, soi-disant parce qu'elle n'a pas été dotée, parce que ça c'est des éléments qu'il faut prendre. Nous ne sommes certainement pas au tribunal, mais je prends ces éléments. Une femme qui décide d'aller concevoir d'un autre homme, ce n'est pas un homme qu'elle a rencontré en un an. C'est une relation qui date. Donc forcément cette femme est dans l'erreur. Mais sauf que le martyre de la femme dure depuis plusieurs années quand même. J'ai dit, bon, le problème, ça cause un problème précisément parce que dans le couple, vous dites moderne aujourd'hui, vous voulez résoudre vos problèmes vous-même en pensant par votre propre tête. J'ai dit, interrogez l'histoire de vos traditions, vous aurez les solutions. Cette femme, après, s'ils vivent ensemble sous le même toit, après 6 mois de non-truc, elle fait constater. Depuis 6 mois, mon mari... De non-consommation du mariage, je vous dis, les deux familles vont s'asseoir, vont dire, madame, donne. Ça va amener le mari à se reconsidérer, à reconsidérer sa position. Non, et même Sambombo, il faut dire que sa famille, quelle famille peut être si cruelle, si assassine au point d'abandonner leur fille? Qui vit le martyr, Sam Severa? Quelle famille? Donc, c'est une belle interrogation. C'est pour dire aux filles aujourd'hui, vous avez vos maris, vous dites moderne, ils ne consomment pas le mariage. Dites-le clairement à votre famille, aux deux familles, à votre belle famille, dites-le que mon mari qui vient, il ne rentre que même quand je m'approche de lui, il me... Dites-le, n'ayez plus honte. Parce qu'en fait, et consignez ça dans un procès verbal qui va vous aider demain. Très bien. Mais Guy, on revient donc sur la problématique de ces hommes qui ne souhaitent pas libérer leurs femmes. On a des cas comme ça de la part de certains qui sont généralement appelés des hommes en tenue. Les colonels d'armée, les capitaines et autres lieutenants de gendarmerie. Oui, lorsqu'une femme veut leur échapper, ils usent de tous les stratagèmes pour la... Parce que j'en connais des histoires comme ça. Il faut dire qu'ils usent les passe-droits. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Il te tape avec le bout de son âme. Justement, ça révèle ici un peu comment se porte notre société. Et plus même ailleurs, ça se fait, hein, c'est-à-dire des trafics d'influence, des hommes qui pensent que peut-être parce qu'ils ont épousé une femme, ils en ont fait leur chose, c'est-à-dire leur propriété privée au sens plein du terme. Mais non, c'est faux. Vous avez des femmes qui souffrent effectivement le martyre dans des foyers, parce qu'il faut le dire. Des hommes aussi souffrent le martyre, mais la grande majorité, franchement, c'est les femmes qui souffrent le martyre dans des foyers, où elles ne peuvent pas se replier vers leur famille. Il y a des familles qui estiment que voilà, tu es allé en mariage, pour eux, c'est un fardeau en moins. Donc, ils ne voudraient pas que tu reviennes parce que le père ne voit pas comment, déjà, il y aura le regard de la société, ta fille n'a pas réussi son mariage, et puis il y a les charges qui vont suivre. Donc, ils préfèrent, des familles qui préfèrent abandonner justement leurs enfants entre les griffes de certains diablotins. Je que là, Charles doit le savoir. Voilà, de certains diablotins. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se replier sur leur belle famille parce que malheureusement, les rapports ne sont pas tout à fait bons. Et puis, ça dépend même de la position de leur mari dans cette belle famille-là. Si c'est lui qui tient les finances, personne ne peut se lever contre lui quand il dit « Ah ». Personne ne peut aller à l'encontre de ces points de vue. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Voilà. Il y a justement ces maris qui occupent, comme vous le disiez, des fonctions assez hautes dans notre pays, où ils maltraitent des femmes dans des maisons, ils les maltraitent, et quand cette dernière dit « je ne veux plus, je n'en peux plus, je veux divorcer »,
elles sont recalées au niveau des tribunaux. Des procédures qui mettent long, des années, des dizaines d'années, elles ne peuvent même pas avoir le soutien des juridictions. C'est vrai qu'en matière de divorce aujourd'hui, vraiment c'est l'ultime étape. On a appris aux magistrats à faire que de la conciliation, que ce ne soit que le dernier recours. Mais Sam Sévérin, donc on peut le comprendre. Sam Sévérin, mais on il ne se doit marie avoir... pas pour divorcer. Si, on est d'accord, mais il doit avoir une étude quand même précise. Il y a des cas où on peut vraiment laisser la voie à la conciliation. On sait, en examinant ce qui oppose les conjoints, on se dit non, ça peut encore s'arranger. Mais quand les choses sont allées très loin, où on peut même redouter des morts d'hommes, il faut faire attention, autant mieux et que... ça peut être aussi à l'appréciation du magistrat. Justement. Il doit procéder à des enquêtes, ne pas s'en tenir au oui, je peux revenir, voilà. faire revenir ma femme. Sauf que dans cette histoire, nous n'avons que le commentaire de la femme. Nous n'avons pas le commentaire de l'homme. C'est son histoire. Oui. Nous n'avons pas le mobile de l'homme. L'homme a un mobile. Aussi insignifiant peut-il parler, mais l'homme a aussi un mobile qui justifie l'ensemble des actions qu'il pose. Il faut écouter les deux parties, parce qu'entre la vérité de la femme et la vérité de l'homme, il y a la vérité. Alors, même s'il a donc le mobile, autant mieux libérer, c'est ça le problème, libérer la femme. Il la libère, la couche, elle continue à faire ses enfants. Au lieu de faire aussi, est-ce que c'est ce mobile que peut l'autoriser, lui, à aller faire d'autres enfants dehors et les ramener à la maison? C'est aussi une question. Est-ce qu'il a ramené ses enfants à la maison? Il a ramené la photo. Elle a parlé de la photo, elle n'a pas parlé de l'enfant. Et il a avoué que c'est son enfant. Voilà. Il manque de respect à mon égard. Il sait ce que je ressens. Message Meki rapidement. Voilà, donc... bonjour à vous sur le plateau. Cette femme doit porter plainte. Elle a le droit à l'épanouissement, ne serait-ce que sexuel. Cet homme la méprise plutôt, qui lui accorde le divorce et vit sa vie paisible avec l'autre compagne. Voilà, c'est Madame Chouinté depuis Bamenda. En droit civil, le refus de remplir ses obligations conjugales est une cause dirimante du divorce. Abo depuis Yaoundé. Tu n'es pas mon frère, tu es mon mari. Ce n'est pas une cause péremptoire Non. du divorce. Parce qu'il y a les causes péremptoires, c'est-à-dire les causes pour lesquelles il faut nécessairement prononcer le divorce. Est-ce que le refus d'accomplir son devoir oui. est une cause péremptoire? Oui, c'est une cause péremptoire de divorce. Ok, très bien. Pareil pour l'adultère, le monsieur qui revient avec un enfant qu'il a fait de... Donc il faut qu'elle se fasse entourer par de bons avocats. Tout à fait, c'est l'ignorance aussi qui plonge beaucoup de femmes dans des problèmes. Si elle a de quoi manger. Qui se prend pour qui? Je suis avec toi, je ne de fais quoi rien. manger, elle peut en chercher elle-même, mais elle n'est Tu pas m'empêches d'aller Je faire. dis bien si elle a de quoi manger, parce que tout porte à croire même qu'elle ne travaille pas. C'est ça. Vous avez Tout tout porte à compris, croire monsieur qu'elle ne Bachir, travaille c'est pas. aussi. Je me fie à l'histoire, Megui. Ne n'envoyez pas de pique. Je me fie à l'histoire qui est donnée. Elle travaille. L'histoire vraie de Pas tendance envoyer est de que pique. la Pourquoi femme, vous êtes effectivement, susceptible, monsieur Mbachou? bénéficie quand même d'un traitement assez confortable de la part du monsieur qui est assez nanti. Vous ne savez pas, il y a Maintenant, elle n'est pas épanouie. Il y a des mesures contraignantes dans nos traditions si on les respectait. Si on vous disait un jour, à ce monsieur par exemple, que donc on autorise votre épouse à sortir avec votre frère cadet, vous allez voir qu'il va changer. Et si c'est sa famille qui lui dit, par exemple, moi je trouve que c'est une mesure un peu... Non, c'est pour dire votre que... épouse a sorti à votre frère cadet, parce que la femme c'est quoi? On commande comme ça ce sentiment. C'est la Je sais comment ne commentez pas avec les oreilles de modernistes. Ça se faisait comment? On dit à la femme, vous êtes autorisée à chercher un amant, y compris les cousins de vos frères. Merci bien. Donc, on va c'est pas la revenir famille qui l'a sur envoyé l'histoire chercher. tout à l'heure, en deuxième partie. Merci Mbombo. On comprend à présent la colère qui aujourd'hui s'attarde sur un phénomène relevant de la santé publique en matière de transfusion sanguine et tous les trafics observés à ce niveau-là font donc l'objet de la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question du trafic du sang dans nos hôpitaux. Transfusion sanguine, quand tu nous tiens, peut-on encore faire confiance à la transfusion sanguine? Oui, on a un centre désormais qui existe pour la transfusion sanguine. Comment comprendre donc la rareté des poches de sang dans certaines formations sanitaires de la ville de Douala? Comment comprendre qu'au Cameroun, le sang soit devenu une source d'enrichissement pour des infirmiers véreux dans les formations publiques? Comment comprendre le prétendu trafic de poches de sang destinées à la transfusion sanguine des malades qui sévit toujours dans les hôpitaux du Cameroun? Comment comprendre cette pénurie
artificielle orchestrée par les acteurs de ce secteur d'activité au Cameroun? Comment comprendre l'échec du concept des IRR, initiative à résultat rapide, qui à ce jour n'a pas encore fait sensation? Comment comprendre le fait que le don de sang qui avait valeur il y a une vingtaine d'années ait perdu toute sa sociabilité pour devenir un business pour certains agents du corps médical? Comment comprendre qu'obtenir une poche de sang pour un patient qui a besoin de manière urgente s'apparente de nos jours à un chemin de croix quand on ne vous apprend pas que c'est la propriété du docteur X ou Y, ou qu'on ne vous dise qu'il y a, mais ça a été consigné par un grand du pays qui est un malade dans le dit hôpital. À défaut, on vous demande si vous êtes prêt à débourser une bonne somme d'argent pour qu'on aille chercher ailleurs. Comment comprendre le fait que l'hôpital demande à la famille de certains patients d'amener au moins 2 donneurs de sang pour compenser la banque de sang? Savez-vous que lorsqu'un patient n'a pas de famille, l'hôpital se réfère à ceux qui l'ont amené? Savez-vous que cette grosse mafia s'opère surtout autour du groupe du sang, du groupe O négatif, qui représente dans ce domaine de l'or pour les trafiquants? Savez-vous qu'une poche de sang du groupe O coûte sur le marché noir l'équivalent de 15 000 francs CFA contre le prix officiel? Rappelons-nous de ce vaste réseau de trafiquants de sang humain démantelé à Koto il n'y a pas longtemps par nos forces de maintien de l'ordre. Rappelons-nous encore du cas du jeune Bélibi, commerçant masqué de sang à l'hôpital central de Yaoundé, qui ne se gênait pas pour vendre ce précieux liquide à des taux avoisinant les 70 000 à des patients nécessiteux. Savez-vous que parmi les membres du réseau figuraient des personnels du corps médical qui effectuaient des prélèvements sans aucun examen préalable? Combien de personnes ont été dans ce pays infectées par le fait d'une transfusion d'une poche de sang souillée, contaminée et non contrôlée? Combien de personnes se sont retrouvées à souffrir le martyre de recevoir un sang qui n'était pas le leur, qui n'appartenait pas au même groupe? Combien de personnes se sont retrouvées à se voir inoculer du sang hémolysé? Comment feront donc les accidents en cas de besoin urgent? Dans des formations comme celle des ECA, dans des formations comme celle des DA, dans des formations comme celle de Consamba, où le risque d'accident est parfois très élevé. Voilà, en matière de transfusion sanguine, c'est juste un rappel, puisque le constat est très souvent fait. Tendance, est-ce que vous avez déjà été amené à donner un peu de votre sang? J'avais donné le sang à mon petit frère. Tu crois qu'on a même donné le sang à la période de la sang. J'arrive à l'hôpital, on dit, madame, donnez le sang. J'ai donné, après quelques jours plus tard, j'ai dit, on me dit qu'il n'y a plus le sang. Donc, je vais passer le temps à donner le sang. Et ce qui m'énerve encore, c'est que quand vous donnez le sang, on ne sait même pas où ça part, on vend. Quand on dit donner, c'est bien qu'on donne aussi une job, donc le donnant donné, ou le donnant donnant. Quand on donne, prenez aussi pour travailler sur les gens pour rien. Les poches de sang coûtent cher dans nos hôpitaux, Sam, tu ne peux pas imaginer. Et parfois, même quand on donne le sang, prenez le temps d'examiner pour voir si c'est le bon sang avant de mettre sur les gens. Parce qu'il y a des moments où tu es malade, tu pars à l'hôpital, on dit que le VIH, pour certaines personnes, après tu pars encore, on dit que madame, vous n'avez pas le VIH. Tout ça parce que vous ne vous concentrez pas. Quand il s'agit du sang, il faut être très prudent et très vigilant. Tout à fait. Les risques de contamination, oui. Bombok Bengan, ça existe beaucoup. Bon, mais j'imagine que ceux qui sont des praticiens de cette activité prennent les bonnes précautions pour la plupart. Oui, oui, je le pense aussi, Sam. Je pense que c'est à ce niveau qu'on aurait pu, quand je parle qu'on aurait pu, je parle de nous les patients, mais également du corps médical, qu'on aurait pu parler de pénurie. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui de manière volontaire donner des poches de sang, c'est-à-dire que ce sang ne va pas être utilisé immédiatement après. On va examiner, voir si c'est vraiment propre, si ce n'est pas souillé, ce n'est pas du sang souillé, et on pourra prendre une autre poche de sang pour mettre à votre patient. C'est tout. Mais, comme vous avez dit, si avec des contaminations, on peut arriver à, on nous l'a dit d'ailleurs à la Quintini, sur au moins, vous avez enregistré sur 100 donneurs, il y avait, je pense, 40%. Donc 45 personnes avaient donné le sang contaminé. Donc si c'est ça au moins ce qui posait problème, on aurait compris que là, non, vous entretenez-vous, soignez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici,
même le peu de poches de sang qui existent, on le trafique. Et c'est ça qui est mauvais. Et Guy aime nous parler souvent de la moralité de nos gens. C'est-à-dire que soyons un peu humains. Soyons un peu humains. Lorsque les agents du corps médical procèdent à de telles pratiques, c'est vraiment... Donc ce sont essentiellement les agents du corps médical. On a pu identifier les différents postes où s'exerce ce trafic. Oui, oui, tout à fait, c'est eux. Puisque quand vous vous donnez du sang, c'est dans une banque de sang. On a parlé de banque de sang. Même dans un hôpital, tout le monde n'a pas accès à la banque de sang. C'est ceux qui sont directement impliqués. Et généralement, si vous lisez le règlement intérieur de tous les hôpitaux du pays, c'est-à-dire que c'est le médecin-chef. Et s'il n'est pas là, le surveillant général. Donc c'est vraiment bien structuré. Si sur le plan de la réglementation, c'est vraiment bien structuré de telle manière que s'il y a perte ou manque d'une pose de sang, on sait qui a fait, sur qui on doit poser l'enquête. Mais c'est ce trafic-là, au moins s'ils peuvent dire non, on donne plus. Généralement, le patient qui a besoin de sang ne peut pas fuir le lendemain. Donc c'est quelqu'un qui est dans un état désespéré. Donc même si vous lui donnez une poche de sang et qu'il faudrait payer, en plus des ordonnances et des autres, une somme élevée, c'est quelqu'un qui est là. Et sa famille peut venir. Tout à fait. Voilà. Mais c'est un domaine bien délicat, puisque ça relève d'une activité qui doit sauver les vies en général. Donc forcément, elle devrait bénéficier, cette activité-là, des meilleures dispositions possibles. De meilleures dispositions et surtout de contrôle, de surveillance, parce que transférer le sang d'un corps à un autre, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Il faudrait déjà savoir si le sang qu'on met dans un corps est bon, s'il n'est pas malade. Donc on peut vraiment envisager ici là même l'ampleur de ce trafic-là. Donc maintenant que les gens s'amusent quand même pour pouvoir se faire un peu d'argent, que les gens s'amusent à jouer ainsi avec la vie des uns et des autres, je dis c'est tout simplement inhumain. Donc il faudrait que l'État aujourd'hui, même pour crédibiliser cette pratique-là, parce que si vous vous rendez compte, on appelle généralement les uns et les autres à aller faire don de leur sang pour pouvoir sauver des personnes en danger dans les hôpitaux. Il y a des accidentés, il y a des personnes anémiées et tout. Donc il faudrait qu'il y ait un maximum de garanties qui puissent faire en sorte que les gens soient de plus en plus motivés à le faire. Pour sauver des personnes. Et là, il n'y en a pas souvent beaucoup qui sont motivés. Est-ce que vous pouvez lancer un appel aujourd'hui en direction de toutes les personnes humaines qui seraient bien portantes et en cas de besoin pour qu'elles aient le courage d'aller souvent donner un peu de leur sang. Puisqu'on a vu le ministre de la Santé en image tout à l'heure, et là peut-être Charles Hamel pourra au moins apprécier au passage une de ces actions de M. Mama Fouda. Il s'est érigé lui-même en donneur en servant ainsi d'exemple. Voilà, tout à fait, c'est normal qu'on puisse le faire, c'est une noble... action. Voilà, c'est une noble action, et même si elle peut être limitée par certaines choses, c'est-à-dire normalement l'obédience religieuse et tout. On sait très bien qu'il y a des religions qui n'acceptent pas cette pratique, notamment les témoins de Jéhovah, donc qui sont contre. Mais sinon, quand il faut sauver une vie, tout ce qui est fait dans ce sens est noble. Les gars se plaignent que quand ils partent donner le sang, on leur donne le gâteau Kumba avec le Kossam. Et on leur donne, c'est 2000 francs par jour. Donc, il y a les gars qui sont prêts pour ça au pays. Donc, ils passent le temps à la cantine et disent que non, je viens moi donner mon sang. Mais à un moment donné, les gars est-ce qu'on donne gratuitement ou alors on doit, quand on décide de donner, est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose? En principe, on doit donner un job. Mais maintenant, quand on donne pour te remonter, on dit que quand on te retire le sang, tu as les vertiges. On te donne de lait, on peut te donner un bol de lait, vous buvez et tout, c'est suffisant. Mais il y a les gars... avant de vous prélever le sang, on regarde votre tension artérielle, on regarde dans quel état, puisqu'on va prélever un litre, on sait dans quel état vous allez vous trouver. Il ne faut pas que vous qui venez sauver la vie, vous en perdez. Donc on regarde tous ces contours et on sait que bon, après un bol de lait, ainsi, ça va suffire. Bon, il faut que ceux qui acceptent, je ne pense pas quand même que ce soit le pain Kumba. Il y a certains gars qui disaient ça, bon, quand ils partent de donner ça à la cantine, on leur donne le gâteau Kumba avec le Kossam et 2000 francs. Alors qu'on vend les poches de sang à partir de 25 000 francs, 30 000 francs en montant. Donc, si on pouvait leur donner un montant, voilà l'esprit de l'homme camerounais. Ouais, l'homme camerounais. Dis leur qu'il ne doit pas avoir de montant. Il n'y a pas de montant. avoir l'esprit comme ça. Si on vous donne 2000, ça veut dire que la structure sanitaire en question n'a pas pu acheter. C'est pour acheter. On vous conseille d'ailleurs d'acheter tel quel genre de lait.
pour compenser le sang qu'on vous a pris. Papa, si vous pouvez aider seulement sans demander l'argent. C'est compris, Tanda. Charles Amel, il y a quand même que les Camerounais ne sont pas très impliqués dans le domaine, en ce qui concerne le contrôle de leur sang. Même lors des examens prénuptiaux, il me semble, on doit faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Les gens ne se bousculent pas beaucoup. Pourtant, c'est quelque chose de bien important. Alors, Sam Sévéran, c'est très important, mais il faut voir les revenus. Regardez les revenus. Vous n'avez, si vous avez quelqu'un qui se bat du temps qu'il peut, par jour, se bat à rentrer avec un 2000 francs, 3000 francs, une famille, vous pensez que si le paludisme ne l'assomme pas véritablement, il peut aller à l'hôpital? Vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, c'est lorsqu'on est pratiquement en phase terminale qu'on se retrouve dans les hôpitaux, que ce soit pour l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, que ce soit... C'est généralement quand les gens sont en phase terminale qu'ils se retrouvent. Lorsque vous commencez à sentir des douleurs au dos, vous cherchez le premier docteur, la première pharmacie, j'ai des courbatures, aussitôt en conseil, on vous donne un produit. Lorsque ça calme, c'est bon. Là où ça ne va pas, vous faites un tour en Kouloulou. Vous arrivez en Kouloulou, il y a des mamans qui vendent des produits, vous dites, tiens, le corps qui fait comme ça, les reins, elle dit, non, j'ai la solution, elle compose. Beaucoup de personnes vivent comme ça me sévéra. Ça, il faut le dire. Sinon, la majorité d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas assez de revenus, les gens ne gagnent pas grand. Sam Sévéra, on a eu la question des écarts, où de nombreuses personnes ont rendu la vie à cause du sang. Qui manquait du sang. On a eu les hécatombes de Déa. On a eu les hécatombes dans la zone de Bolova, dont les photos avaient véritablement circulé avec toutes ces agences de voyage qui avaient fait des accidents. On a eu au niveau de Konsamba où on a déporté certains malades. On a à l'hôpital de Malte de Djombe, on a déporté d'autres un peu plus loin. Sam Sévéra arrivé, c'était le même problème, la question de sang. Si aujourd'hui on arrive à attraper des gens qui dans le quartier, de manière artisanale, prélèvent le sang contre 15 000 francs, ça suppose que les besoins sont grands. Si les besoins sont grands, Sam Sévéra, on devrait un peu plus communiquer pour permettre à tout un chacun de venir faire le don de sang. Cet argent, ces financements qui tournent tout autour du ministère de la Santé sont gérés comment? À quelle fin? Il faut se poser des questions parce qu'il y a des priorités. Et l'une des priorités, certainement, c'est le sang. Sam Sévéra, vous n'êtes pas tombé malade un jour. Ou vous n'avez pas eu un malade un jour qui devait nécessiter une transfusion sanguine. Vous êtes arrivé à l'hôpital, qu'on vous dise, monsieur, attendez. Alors, monsieur, attendez. C'est à ce niveau que je voulais monsieur, patientez. J'arrive, Sam Sévéra, monsieur, patientez. Oui. Monsieur, patientez. Que vous rentrez dans la salle, vous voyez votre malade en train de se débattre, et qu'on vous dise, il y a le sang, mais c'est réservé pour les grands de ce pays. C'est prioritaire. Qu'il y a le sang, mais c'est point X ou Y. Vous-même donnez le sang, Sam Sévéra, que vous vous retrouvez à donner le sang, qui à l'immédiat ne sera pas utilisé, ou qu'on vous dise, on connaît quelqu'un, ou on connaît quelqu'un qui a une clinique, qui peut vous donner 30 minutes. Est-ce que vous avez sur vous 100 000 francs? Parce que de ce côté, c'est le sang vraiment travaillé, c'est les donneurs. Vraiment, vous avez 100 000 francs, vous ne donnons pas chercher. C'est ce jour-là que vous comprendrez la nécessité et l'importance d'avoir le sang. Je dois vous le confirmer, Charles Amel, je sais bien de quoi on parle. Beaucoup de femmes décèdent même ici à la Quintinée, par exemple, de suite, soit de rupture utérine, ayant entraîné beaucoup de pertes de sang, et on vous dit, il faut attendre. Bon, le temps d'aller rassembler de l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas... C'est pour ça que ça dénote Mbambok d'un véritable échec de la politique publique en matière de santé aujourd'hui, parce qu'il faut une couverture assurance maladie qui ferait en sorte qu'on ne puisse pas attendre, si vous vous êtes fait mordre par un serpent et que c'est une affaire de seconde, qu'on puisse vous prendre en charge. Si vous devez vous faire inoculer d'un peu de sang, qu'on ne dise pas, bon, allez rassembler d'abord 100 000 francs et un peu plus, qu'on puisse administrer ce sang-là au patient qui est malade. Conséquence, on est vraiment dans une situation malheureuse qui entraîne beaucoup de pertes de vie humaine. Sam, je partage vos points de vue. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne manquerai pas d'apprécier les actions de Dr Basson et Kamta. Quand ils ont réuni leurs confrères en leur disant « créons un syndicat de médecins ». Mais notre syndicat de médecins ne se limitera pas à la revendication de nos conditions de vie et de travail, mais à faire en sorte que le serment que nous avons prêté, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà comment ces gars, je ne cesserai jamais de les apprécier. Ils ont dit, nous, médecins, avons toujours l'habitude de dire aux gens, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, et en plus, dans un environnement où les gens n'ont plus de moyens, comment faire pour que les populations ne tombent plus malades? Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ils ont donc proposé cette assurance maladie universelle-là. Donc, quand ça vient des médecins qui, eux, parce que même lorsqu'il lui arrive de trouver de sang, il n'avait pas de seringue, qu'il sorte lui-même son argent, parce que ça aussi, c'est bon
Il y a des médecins, il y a dans le corps médical qui essaient de le faire. Quelqu'un, il sort, il avait ses 5 000 francs parce qu'il n'en a pas pour rentrer. Finalement, il se trouve en fin de journée avec 100 francs dans la poche. Précisément parce qu'il a contribué dans l'achat de matière. Donc, effectivement, si ça vient des médecins, il faudrait vraiment que le pouvoir public comprenne cet élan de cœur en disant il faut une assurance maladie. En attendant, l'objet de la colère, c'était de dire il faut mettre stop au trafic. C'est ça le problème. Parce que pour les poches de sang qui existent, il ne faudrait pas qu'il y ait des marchandages autour de cela, autour des vies humaines. Je crois que lorsque vous laissez mourir quelqu'un parce que vous avez un petit intérêt primaire, je crois que vous êtes un criminel, un assassin. Ça, c'est pas primaire, parce que pour ceux qu'on avait attrapés à Coton, c'était tout un réseau. On les a attrapés avec plus de 100 poches de sang. Et ils payaient à 15 000 francs. En payant 15 000 francs, lorsque vous venez faire le don, ils achètent à 15 000 francs. C'est pour le vendre à combien? Dans le marché noir, ils le vendaient à combien, Sam Severa? L'ensemble des outils. Est-ce que ce sang était contrôlé? Ça pose un énorme problème, Sam. Ça pose un véritable problème. Pourquoi ne pas créer une banque et recruter des donneurs qu'on va payer à chaque fin de mois? Ça la mêle. Il faut un syndicat de médecins fort et un syndicat des infirmiers. On va arrêter ces années-là. Parce qu'on a quand même vu les médecins des infirmiers conscients et surtout doués d'un sens moral élevé. Donc c'est eux, en réalité, qu'on doit confier les syndicats et toutes les organisations. Est-ce qu'on a quelques messages sur la question qui préoccupent bon nombre de monde et il me semble, donc on peut les lire? Tout à fait, Sam. Donc, on a Elsa qui nous dit les Camerounais sont réticents à donner leur sang parce que les grands viennent acheter tout ça pour boire et faire des rituels sataniques. Sinon, c'est très important de donner son sang pour sauver des vies. Alors, c'est quand même un peu fort. Hein, voilà, c'est un peu fort, là. C'est un peu fort, mais bon, je ne sais pas si... Alors, cet autre message qui nous dit... bon, on va privilégier les messages relatifs à la colère. Alors, parfois les médecins prennent le sang qu'on donne pour l'utiliser dans leur clinique personnelle. C'est pour ça qu'il faut un bon syndicat de médecins. Ils vont dénoncer toutes ces choses-là et ils ont les moyens de dénoncer les moi, je pense qu'il y a peut-être, j'imagine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, une direction de... Oui, c'est pour ça que j'ai bien dit que le texte... Donc, le médecin-chef qui s'occupe de ce secteur, lorsqu'il y a des dysfonctionnements... S'il y a fuite, on sait en réalité qui est en train de trafiquer le sang. On sait toujours. Bonjour, je suis une drépanocytaire et à l'hôpital à Quintini, je prends le sang à 17 500 francs et il faut venir avec 2 donneurs. Voilà. 17 000 francs tous les mois? Pour payer, vous venez avec 2 donneurs. Voilà. Et si le groupe sanguin ne donne pas? Elle va recruter ses donneurs même où? Est-ce que chaque mois où elle va acheter à 17 000, elle sera prête, tu vas avoir 2 donneurs qui vont constamment l'accompagner? Voilà, Christian Moustapha depuis Yaoundé qui nous dit à la banque de sang, j'ai déjà été victime de l'arnaque dans un hôpital de la place de Yaoundé. J'ai déboursé une somme de 40 000 francs et j'ai apporté 2 donneurs encore. Si je vous mens, je vous envoie. Si vous pensez que je vous mens, je vous envoie la facture. Voilà. Alors, qu'a fait le ministre Mama Fouda depuis son règne à la tête du ministère de la Santé pour protéger au-delà de l'affichage tel qu'on peut le voir en image lors des journées consacrées aux dons de sang? Est-ce qu'il n'y a pas sur pied quand même une vraie mesure, Charles Armel Bachou, qui vise à protéger et les donneurs et ceux qui sont en attente? Sam Severa, l'argument qu'ils avancent généralement, c'est celui d'après lequel tous les sangs donnés reçoivent subit une batterie d'examens qui parfois s'élève, on ne peut plus à 6 000, parfois 7 000 francs CFA. Donc, une majeure partie est subventionnée par l'État. Voilà la raison qu'ils invoquent généralement. Mais si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu le cas. Je vous ai pris le cas de ce jeune Bélibi, commerçant de sang masqué à l'hôpital central de Yaoundé, qui avait été attrapé, c'était son commerce. Et il vendait du sang hémolisé. Il vendait du sang hémolisé, Sam Severa. Lorsqu'on vous prend, on charge une poche de sang infectée. On part, après les examens, qu'est-ce qu'on fait de cette poche de sang? On la place où? À quel endroit? On la détruit comment? Et lorsqu'elle n'est pas faite, ou à qui est-ce qu'on la confie? Lorsqu'il va avec, est-ce que vous êtes sûr qu'il la jette?
Posez-vous les bonnes questions, Sam Sévérin. Je crois que c'est au cœur du système qu'il faut commencer à frapper. Est-ce que dans le corps médical, on ne peut pas avoir des gens, oui, c'est facile, venez avec des données. Est-ce que les infirmiers elles-mêmes ne peuvent pas être elles-mêmes des sources de dons de ce sang, Sam Sévérin? C'est une question qui peut se poser. Voilà, donc on a cet autre message qui nous dit que dans un hôpital de la place à Douala, il y a un réseau de Nangaboko qui donne le sang près de 3 fois par mois en échange de 5 000 francs. Voilà. Les Nangaboko, tendance. Oui, ce sont mes petits, ce sont mes amis. Voilà. Les boys. Le gars que... Moi, j'aime bien les Nangaboko, mais tu sais que les gars ont le gros cœur, non, mais parmi eux, il y a certains qui ont le gros cœur. Ah bon? Ils t'agressent avec la lame en journée, Sam. Moi, je me rappelle d'une femme qui était gens. donneuse, ici à la cantine, qui était donneuse, elle donnait constamment son sang. Elle a eu un problème, elle est arrivée à l'hôpital, on lui a dit, madame, vous devez revenir avec 2 donneurs, et on peut vous aider à avoir le sang, mais vous devez revenir avec 2 donneurs. Elle est venue avec 2 donneurs, elle a donné, on lui a dit, madame, il y a pénurie, vous allez devoir patienter, mais on connaît là, on peut vous ravitailler. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas un système de fiabilité en termes de traçabilité. Lorsque vous donnez, vous devez attendre. Ce n'est pas l'immédiat que vous avez donné qu'on va aussitôt transfuser à la personne. Et comme, on va dire, il y a des lignes prioritaires dans les hôpitaux, est-ce que c'est tout le monde qui a accès à ce sang, Sam Sévérin, quand on sait qu'à tout moment, le fils de tel, ça se raconte dans la cantine. Quand vous arrivez, on vous dit que papa, comme vous voyez comme ça, le sang qu'elle a été... Non, mais généralement, même ça, il en est du sang comme il en est du carburant. Il y a ce qu'on appelle le stock de sécurité. En réalité, on n'en parle même pas. Ça veut dire que si dans la banque de sang normale, on commence à avoir de manque, on lance l'appel, comme vous avez dit tout à l'heure. On fait une communication publique, grand public, pour qu'on vienne donner le sang. Donc, il n'est même pas question qu'on dise aux patients, non, vraiment, le stock de sécurité qui reste là, c'est pour les anciens, c'est pour... Non, on ne le dit même pas, on ne devrait pas le dire. Voilà, la sécurité, peut-être pour les gens haut placés, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est pour les gens haut placés, mais on ne doit même pas le dire. Est-ce que vous savez qu'à des moments, le sang lui-même se gâte, il périt? Justement, ils savent la durée. Non, il y a une durée de péremption. À ce moment, on est obligé de l'utiliser et lancer toujours un appel, comme disait Sam tout à l'heure. C'est une communication permanente. Regardez, même en France, aux États-Unis, en Allemagne ou en Suisse, où la médecine moderne est très évoluée, toujours les communications. Toujours, surtout dans les CHU. Là où vous avez dit tout à l'heure, le sang qui est même contaminé, on ne jette pas, mais on l'utilise dans les laboratoires, dans les centres hospitaliers universitaires, pour voir, pour apprendre aux étudiants telle ou telle chose dans leur cursus académique. Voilà. C'est maintenant que je suis au courant que le sang se périme, hein, Sam. Donc ça se périme, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Merci bien, on a fait le tour de la question concernant le trafic des sangs dans cette colère après l'histoire de tendance et on va vous retrouver tout juste après cette petite pause. Il faut dire, puisqu'on parlait de transfusion sanguine, que tout cela passe aussi par une bonne hygiène de vie, l'adoption de bons comportements pour éviter d'avoir à se faire donner du sang, avoir à connaître des pathologies qui sont liées au sang. Il faut avoir du bon sang, ça veut dire éviter de trop boire, hein, comme le rappelait l'artiste il y a quelque temps. Adopter donc une belle façon de vivre, ne pas trop sombrer dans les mondanités aujourd'hui. Ça passe également par une bonne alimentation. Je crois que c'est ce que nous recommandent les médecins Bombok. Tout à fait. Éviter, voilà, comme vous avez dit, le boisson, la cigarette et même trop de stress. Voilà. Les boîtes de conserve qu'on nous vend, on va faire comment ça? Il y a les boîtes de conserve comme ça dans les marchés, dans les supermarchés. On prend aussi, on se non, ils ont dit que quand vous en avez consommé de temps en temps, vous mangez le couem sans sel. Donc, comme ça, vous mangez bio, le couem sans sel de manière... Voilà, les légumes, tout. Merci bien. La suite, c'est avec les messages avant la revue des réseaux sociaux. Voilà, donc... on a donc ce message depuis la page 10-12 de Zénith. Les hôpitaux sont maintenant des lieux de business. Je me rappelle quand mon oncle était malade et qu'il lui manquait du sang, on nous a dit pour qu'il ait une poche de sang, il faut qu'on lui donne 2 poches et qu'il ne prenne même pas la peine d'analyser. Pour finir, il avait besoin de 6 poches. Ces médecins qui prêtent des serments d'hypocrite, c'est Loïc de Ndéry. Donc, par rapport à l'histoire du jour, on a Madame Sonken qui nous écrit. Et elle nous dit, je suis Madame Sonken, la femme du colonel Sonken. J'ai vécu tout ce dont vous parlez. Les hommes nous prennent comme des chiffons, mais moi, j'ai pris mes bagages et je suis partie.
Et le colonel a laissé partir. Attention, elle peut se faire attraper par le colonel. Il te tape même avec son âme, madame Sonka. On connaît les hommes en tenue. Voilà, donc cet autre message. Pardon. Voilà, donc cette femme est nourrie par l'esprit de jeunesse. In fine, le mariage n'est jamais définitivement acquis. L'on doit se compter permanemment fleurette car l'habitude émousse l'essence. Daniel Gouette depuis Ezeka. Non, l'attitude de jeunesse peut-être, mais non. Peut-être vous n'avez pas encore senti une femme, même nos mamans. Lorsque papa l'abandonne pendant 6 mois, 1 an, non, elle devient nerveuse. Donc ce n'est pas une attitude de jeunesse. Ce n'est pas l'attitude de jeunesse. Oui, vous ne faites pas de rapport avec votre femme, c'est bien, c'est tellement frustrant. Hein? Oui, c'est frustrant. Ça peut être très frustrant. Très bien. Tu n'es pas mon frère, tu es mon époux. Il ne faut pas non plus oublier, comme le rappelait Charles Hamel, que la femme elle-même a l'obligation d'adopter de bonnes attitudes dans le foyer. Donc ne pas donner l'occasion à un homme de vous administrer un tel traitement, ça veut dire vraiment beaucoup de soumission et de fidélité surtout. De la part d'une femme, la fidélité est quelque chose de sacré. Donc on ne va pas tomber. C'est pour cela que cette femme n'a pas le droit de dire qu'elle va se faire enceinter parce que l'homme a ramené un enfant. Voilà. Le corps de la femme, c'est quelque chose de bien... Et vous estimez que votre corps n'est pas sacré. Les enfants dehors. Mais c'est sacré pour toutes les femmes qui l'ont. Je demande, Charles Armel, non, réponse, c'est sacré. Vous connaissez la réponse. Mais dans la vie, la femme ne s'est jamais comparée à l'homme. Charles Armel, ne me prêtez pas, Charles Armel, ne me prêtez pas les mots. On ne peut pas se débattre forcément. Arrêtez cette susceptibilité, le corps de la femme. Vous estimez... Le corps de la femme est sacré, le temple de la vie. Je n'ai pas dit non, mais vous estimez que votre corps n'est pas sacré. La vie n'est pas faite de si, Megui. La vie n'est pas faite de si. C'est sacré pour toutes ces femmes. C'est sacré pour toutes ces femmes. Arrêtez. Megui elle-même ne tomberait pas dans une telle tentation. Mais je n'ai pas dit que je trouvais que cette femme faisait bien. Je vous ai bien dit d'entrée de jeu qu'elle ne devrait pas le faire. Mais arrêtez de tout poser sur la tête des femmes dans la marche d'un foyer. Arrêtez. Vous avez un homme qui est infidèle, qui ramène des enfants à sa femme, et après vous trouvez toujours le moyen de dire que c'est la femme qui madame veut encore accoucher, monsieur met les calmes. On vous a dit qu'on peut même autoriser, nous dans la tradition, pour contraindre l'homme, même s'il est colonel, même s'il est colonel, on peut même, lorsque vous êtes, comment dirais, un bourreau pour votre femme, on peut même autoriser à votre femme de chercher même votre cousin. Tu prends la femme de truie, pendant que tu prends le poids, on a les moyens de le faire. Pendant que tu prends le poids maigri. Mais tu es bien, hein? Laisse-la accoucher ses enfants. Elle a besoin de faire les enfants. Mais dis donc, on est où là? Alors, donc, on a Alexis Fongan qui nous dit, Genèse 2, verset 24, voilà, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et non à ses femmes, et ils deviendront une seule chair. Suivez la parole de Dieu. Oui, et Salomon en avait combien? C'est la parole Mombo. Oui, je dis pas non, mais Salomon en avait combien? Salomon en avait combien? Et Abraham, le père de la foi, c'est sa première épouse qui a cherché la deuxième qui s'appelle Agar. Ça m'intéresse, c'est-à-dire que vous prenez des exemples dans la Bible quand ça vous arrange et vous rejetez la Bible quand vous voulez mettre vos traditionnalismes. Non, nous disons que les chrétiens ne connaissent pas la Bible parce que ce n'est pas eux, c'est pas leur Bible. C'est une affirmation qui est relative. La Bible est d'origine africaine. Vous pensez qu'il y a un peuple qui aurait appris l'existence de Dieu à un autre peuple? Ça, c'est un débat métaphysique. Non, c'est pas un débat. Il n'y a aucun peuple qui a appris l'existence de Dieu à un autre peuple. Non, et si ça existe, Charles Hamel, je le dis, en Mondiovision, vous pouvez appeler même le nom apostolique. C'est nous, le Noir, qui avons appris au monde que Dieu existe. Ce n'est pas les Juifs et les Romains qui viennent avec la Bible hier. Ils ne savent, ils ne connaissent pas Dieu. C'est nous, quand nous avons initié Moïse, quand il descendait, la preuve, c'est qu'il a trouvé le peuple de Dieu en train d'adorer d'autres dieux. Le dieu Baal. Voilà, en train d'adorer d'autres dieux. Donc c'est l'Africain qui a appris au monde que Dieu existe et que le Dieu là est bon et qu'il faut suivre sa voie. Ce sont vos convictions, Bombo, qui sont... Ce ne sont pas des convictions, c'est des recherches anthropologiques. Qui ne sont pas partagées par une belle majorité parce que... Ceux qui connaissent la vérité savent que c'est ça la vérité. L'Église à laquelle vous faites référence est tout à l'opposé de ce développement que vous faites. Parce que c'est la même Église qui est revenue avec le phénomène
le concept d'inculturation et d'acculturation, Voilà. associer les traditions au principe de l'Église. Que ce soit l'Église ou la tradition, il y a ce qu'on appelle la logique. Donc, il y a des choses qui sont logiques universellement. La logique, c'est quoi? La logique, c'est que vous devez considérer votre prochain comme vous-même. Ça veut dire que par rapport à la justice, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Qui l'a fait? Vous, Qui quand l'a vous fait? développez votre théorie réseaux où vous infantilisez les femmes, vous Mais les vous transformez n'avez en rien enfants. J'ai demandé un débat avec le nom La revue des apostolique réseaux de la sociaux, Bible. Bombok Bengan, soyons disciplinés. Voilà. Allons-y. Merci Sam Sévérin pour ce qui est donc de la revue des réseaux sociaux. On va parler pour ce qui est de la première actualité justement de cette autorisation de Jean-Marie Tchakui, le sous-préfet de Douala, donc qui autorise finalement l'organisation du meeting du SDF prévu pour le samedi 21 octobre 2017 à Douala. Cette décision qui devrait réjouir ce parti de l'opposition qui a vu plusieurs de ses initiatives dans le genre être rejetées, notamment le SDF a voulu organiser un meeting de sensibilisation sur le fédéralisme suivi de marches pacifiques. Ceci a été interdit par le sous-préfet Jean-Marie Tchakui qui a relevé donc des raisons de sécurité. Il faut dire aussi que tout dernièrement, il y a une marche du RDPC qui a été très contestée par les partis d'opposition qui notaient qu'il y avait une certaine marginalisation justement du parti au pouvoir où le RDPC était pratiquement autorisé de tout au détriment des autres partis. Alors, quelle lecture vous faites, Charles Armel, sur cette autorisation finalement accordée? Alors, ça, moi, je peux vous dire que cela ne me... Cela, comme on tendance dit souvent, cela ne me gratte pas. Pour la simple raison que si on avait refusé cette énième marche, je pense que là, le RDPC se serait trouvé en porte-à-faux véritablement avec l'ensemble des partis. Il fallait équilibrer. Et c'est la raison pour laquelle c'est le principe de l'équilibre qu'ils ont voulu jouer en disant oui, on vous autorise, mais à condition déjà qu'on essaie de revoir les motifs, l'ensemble des motifs de la marche. On a modifié un ensemble de paramètres parce que pour donner le OK, vous allez vous rendre compte qu'on a modifié un ensemble de choses. On a essayé de recadrer. On a modifié l'ensemble des choses. Pourtant, ça n'avait pas été le cas pour le RDPC. Donc, je pense qu'ils ont voulu jouer juste le jeu de l'équilibre en disant ne dites pas que le RDPC, oui, on vous autorise, mais on vous autorise avec quand même un regard très porté sur l'action. Donc, pour moi, ça devrait être un événement. J'aimerais bien voir ce jeu se multiplier sur le deuxième, troisième, quatrième cas, parce que Kawala, elle aussi va sortir. Nous avons le Kwasi qui va aussi sortir, le Modegna qui va aussi sortir. Nous avons d'autres partis qui vont se mettre en disant nous aussi, nous voulons marcher. C'est à ce moment-là que véritablement va se poser le problème. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître une bonne fois pour toutes la bonne foi du sous-préfet, puisqu'il s'agit du même qui, la première fois, n'avait pas voulu accorder cette autorisation? Oui, vous toujours... vous me regardez. Non, ça, c'est vrai, il n'y a pas question de bonne foi. En politique, il n'y a pas la bonne foi. En politique, c'est coup pour coup. Et vous êtes mieux placé pour le savoir que moi, que dans ce type de jeu, aujourd'hui, la crise anglophone, vous avez vu, regardez tout le ramdam qui est fait. Le ministre sort dans tous les médias, le ministre va dans la presse, le Conseil national de la communication sort. Il y avait un message qu'on voulait absolument faire passer, faire entrer à tête des gens. Il fallait faire un recadrage, non pas selon la déontologie, mais un recadrage selon les principes politique et administrative du Cameroun. Donc je dis Sam Sévérin pour faire court que ici, ça rejoint toujours le jeu politique, Sam Sévérin, le jeu politique. J'aimerais bien voir qu'on autorise aussi Kawala dehors, qu'on le CPP, qu'on autorise les gens Très bien, on va attendre de voir. Alors, Bombok Bengan, M. Tchakui agit ici, d'abord, il faut le rappeler, en qualité administratif, donc qui est dans son rôle. Donc, bon, évitons d'abord de l'assimiler à quelqu'un qui serait proche du RDPC, qui ferait donc la politique du RDPC là-dessus, hein, parce que... Non, moi je ne peux pas occulter ça, Sam. D'abord, son prédécesseur, à peine a-t-il démissionné, a-t-il été mis à faire valoir ses droits à la retraite. Après, il a postulé dans le rang du RDPC. Il est conseiller municipal là-bas, maintenant, à Douala 5e. Mais bon, voilà. D'autres choses, l'article 20 nouveau du règlement du RDPC dit que tous les gouverneurs des régions qui sont militants du RDPC sont délégués au congrès. Or, tous les congrès du RDPC, on a vu les gouverneurs des régions être délégués. Mais non. Donc vous assimilez forcément les absolument, gouverneurs au préfet, ils sont inféodés au parti au pouvoir. Là, tout le monde le sait. On ne va pas faire le débat maintenant. Maintenant, j'ai dit, Nietzsche avait donné une occasion à tout le gouvernement, au peuple, au chef de l'État, de commencer à résoudre le problème anglophone. Ils ont raté le coche.
tout comme ils ont raté le coach à l'époque. Et maintenant, la situation s'est empirée. Ici, il n'y aura plus, ni pour Nietzsche, ni pour le SDF, d'apporter les solutions aux problèmes anglophones. Ils leur ont donné une occasion, là, maintenant, de faire la campagne. Et là, Nietzsche sera réélu. Il va faire sa campagne maintenant, il va fustiger le RDPC au cours de ce meeting. Pourquoi il en arrive là? Moi, je le soutiens. Précisément parce que et les autorités et le militant du RDPC qui va donner des informations là-bas, ils ont mal apprécié le problème. Pourquoi mal apprécier, Sam? Lorsqu'un enfant vous dit, papa, j'ai mal au pied, Charles Amel faisait vous sortez, vous ne lui dites même pas, mon fils, prenez même le Amatoum là qui coûte 100 francs, vous ne lui donnez pas. Vous venez 3 jours après, vous allez trouver l'enfant changer de langage, il va même dire à sa maman, est-ce que c'est même mon papa? Lorsque l'enfant va commencer à dire, sa maman même, qui surprise va dire, mais si elle avait trompé son mari, va se dire que peut-être même que l'enfant l'a entendu son père dire que j'avais un amant, alors que l'enfant n'a jamais entendu ça. Donc, il ne s'agira plus de résoudre le problème de j'ai mal au pied. C'est-à-dire que est-ce que c'est même mon papa? Donc, en fait, il s'agit aujourd'hui de dire est-ce que le gouvernement a la possibilité, les moyens de résoudre le problème anglophone? Le SDF va dire non, voilà un gouvernement qui a échoué. Alors que en février-mars, il aurait pu, ça n'aurait pas la même connotation. Oui, Jean-Michel Nietzsche, l'honorable Nietzsche, sa démarche, comment vous la trouvez? Non, la période là, ce n'était pas le bon moment et le thème n'était pas bien. Vraiment, si on a encore remodifié et que vous allez faire votre meeting en changeant le thème, c'est bon. Le thème, c'était les propos attacatoires. Voilà mon français qui finit. Moi-même, j'ai lu. Le thème, c'était pour faire quoi? Mettre la paix ou que les anglophones ont fait quoi? Je ne vais même plus revenir dans le sujet là. Donc, si maintenant vous avez choisi le bon thème, je vous embrasse. Mais dit que vous choisissez encore le thème pour détruire, je dis non. Alors, la démarche politicienne de l'honorable Nietzsche, qui ici ne manque pas souvent de prendre les devants, est-ce qu'on ne peut pas la questionner dans un contexte préélectoral aussi? Pourquoi le SDF n'a pas choisi finalement de réagir à travers la voie la plus autorisée, hein? Pourquoi le député Nietzsche au littoral? Il faut dire que le député Jean-Michel Nietzsche, c'est lui qui en fait, on le sent un peu plus quand même. Hein? C'est-à-dire que dans certaines... Comme il est le président régional du SDF au littoral. Voilà, c'est quelqu'un qui fait vraiment... c'est-à-dire qu'il fait vivre quand même le SDF, parce que chaque fois qu'il y a des contestations vives de la part de ce parti-là, généralement, c'est lui qui est toujours au devant de la scène, à contrario de peut-être M. ni John Kondi ou bien même Joshua aussi, le vice-président du SDF. Donc, maintenant, moi, je pense que peut-être, voilà, son endurance a porté des fruits. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on ne l'a pas beaucoup entendu. Donc, il sort du bois un peu tardivement pour se faire entendre aussi. En réalité, oui, on n'a pas vu le député depuis le début, le déclenchement véritable de la crise. Non, justement, voilà une fois de plus, Nietzsche nous montre que les élus de l'opposition sont matures en politique. Quand on lui a interdit la manifestation, il a fait quoi? Il a saisi le tribunal administratif dans une démarche républicaine et institutionnelle. Il aurait pu, il a dit, je suis député, l'élu de la nation, je ne peux pas faire de désordre. Il a donc saisi et le tribunal administratif ne s'est pas encore prononcé aujourd'hui. Pourquoi? Et il est resté calme. Ça veut donc dire qu'il ne veut vous pas êtes emphatique ce matin vis-à-vis de... Non, j'apprécie la situation. Oui, bon, j'apprécie la situation puisqu'il y a des gens... Tout à l'heure, un jugement que j'ai trouvé excessif vis-à-vis de tous les administrateurs, reconnaissons-le. On ne peut pas tous les assimiler à des gens qui sont inférieurs au pouvoir. J'ai dit oui, c'est possible, mais maintenant, laissez-moi terminer. Lorsque le RDPC s'est réuni en congrès, il sort à Bamenda en 1987. Oui, on connaît l'histoire. Non, j'ai dit, on dit, en 2017, article 184 du règlement intérieur, tous ceux qui ont rang et prérogatives de chef de service d'administration publique sont astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas moi. Donc quand on commence à sortir les gars de l'ENAM à partir de 85 jusqu'à maintenant, sur la base de cette orientation-là, vous voulez que ça se passe comment? Ce que je veux dire, Charles Amel, c'est que tous ne sont pas mauvais. Ne donnons pas... Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Nos administrateurs... Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Des apparatchiks du parti. Je veux bien être d'accord avec vous, mais les faits démontrent le contraire. Donnez-moi un seul administrateur qui a légalisé la marche
une marche, ne serait-ce qu'un simple meeting d'un parti d'opposition. Non, ça existe quand Ça même. existe, Sam Severa, jusqu'aux rencontres de journalisme, café les journalistes où ils s'asseyent pour discuter. Vous en avez déjà vu, Sam Severa? Nous avons eu des cas. Non, ça c'est... Il y en a un qui a envoyé, qui a chargé l'eau dans une résidence MRC à Yaoundé, alors qu'ils étaient dans une résidence privée. En train de discuter. Donc, Sam Severa, montrez-moi un administrateur ou donnez-moi le nom d'un administrateur qui serait de l'opposition. Un préfet ou un sous-préfet qui serait de l'opposition. C'est une question qui ne mérite pas d'être posée. Parce que les gens de l'opposition ne sont pas au pouvoir. Voilà. Donc l'administration est donc inféodée au parti au pouvoir. Non, ce que je veux dire, c'est que quand ils demandent les gens de l'opposition qui deviennent des administrateurs, non, on ne fait pas de la politique quand on est administrateur. C'est ce que je veux dire. C'est en fait ce qui devrait être fait, mais c'est tout le contraire. Ça veut dire la chose simple suivante. Le ministère d'État Laurent Esso, Ngale Bibehe et tous ceux qui étaient au meeting ne devrait pas venir avec les véhicules immatriculés CA. Voilà, on va évoluer avec la deuxième information. Alors, voilà donc la deuxième information. On va se rendre du côté de ça, où il y a eu du grabuge quand même ce week-end, le week-end dernier. Donc, à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de ça, voilà, il y a eu des explosions, particulièrement 2 explosions dans la chambre de l'évêque d'Obala, Monseigneur Sostène Bayemi, comme vous pouvez le voir sur ces images-là. Sa chambre qui a été catapultée par 2 bombes artisanales telles que nous l'a révélé ce reportage de notre correspondant Marcelin Ngansop. Voilà, donc on a eu le témoignage de l'abbé Claude Arthur Ngono, vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de ça. On se demande bien qu'est-ce qui a pu motiver ces bandits, si on peut les appeler comme ça, à aller jeter 2 bombes dans la chambre de Monseigneur Sostène Bayemi. Heureusement qu'il n'était pas en ce moment-là dans sa chambre. Lui-même, il dit être surpris de ce que à 18h30, il est sorti de sa chambre, il s'est rendu dans son bureau où il a décidé de prendre un peu plus de temps. Et c'est à ce moment-là que peut-être les bandits ont cru qu'il était à l'intérieur de la chambre et puis ils sont allés jeter donc ces bombes artisanales par la fenêtre. Et ça a donné ce que vous pouvez voir. Oui, Mamok Megan. Non, là, c'est tellement grave, Sam, c'est tellement grave. Alors, il faut qu'on se comprenne, parce qu'on parle de la paroisse Sacré-Cœur de ça, mais là, Monseigneur Bayemi est bel et bien l'évêque d'Obala. Avec les faits se sont déroulés à ça ou à Obala? À ça. Sacré-Cœur de Jésus de ça. Donc, il a une autre chambre là-bas. C'est le curé, apparemment. Je pense bien que c'est le curé de la paroisse de ça qui a subi dans cette explosion, parce que je pense bien, si je ne me trompe, c'est le curé de la paroisse. Le voilà sur la photo. C'est le curé. C'est le curé? C'est le curé. Là, c'est le curé de la paroisse de ça. Non, je voulais qu'on se confirme, qu'on s'entende, puisqu'on parlait de Monseigneur Bayemi. C'est lui le patron du diocèse. Tout à fait. Voilà, c'est lui le patron du diocèse. Mais était-il là, si comme l'explosion a eu lieu là-bas, ça veut dire qu'on visait sûrement l'abbé, le vicaire de cette paroisse, c'est lui qu'on visait. Mais qu'on vise Bayemi ou l'évêque ou n'importe quel citoyen, non, c'est mauvais. À ce niveau-là, c'est pour ça que je dirais toujours, les relations que l'Église catholique a avec tous les pouvoirs politiques du monde sont devenues des relations incestueuses au point où tous j'allais dire, les dirigeants de cette Église peuvent être exposés. À ce moment-là, le pouvoir central doit donc apporter des mesures, j'allais dire, de protection pour les membres de l'Église catholique aujourd'hui. Et par référence à tous les citoyens, donc, on doit mettre, comme nous disons souvent ici, que l'universalité de la défense voudrait que, dans le cas de Boko Haram, des menaces à l'Est, et maintenant la crise anglophone, il faudrait qu'on mette la population, je veux dire, voilà, les citoyens dans la démarche normale de se protéger. Et là, le pouvoir ne le fait pas. Comment les populations civiles peuvent-elles se protéger en cas de menace? On ne nous dit rien du tout. On nous dit seulement, oui, n'acceptez jamais que votre territoire... Justement, nous y sommes d'accord. Mais comment on va donc contenir nos pulsions? Comment allons-nous défendre lorsque nous serons en face des agresseurs? Là, les forces du maintien de l'ordre... Très bien. Alors, j'ai de la peine à bien percevoir la lecture que vous avez ce matin, très généralement, Maman Bengan, de la plupart des faits, puisque l'Église catholique ici, ce n'est pas en raison d'une nature dite incestueuse des rapports
qu'elle a avec les pouvoirs du monde, parce que là-dessus, rien ne doit justifier une attaque de ce type. Et là-dessus, on se rappelle de ce qu'avait déclaré Monseigneur Akonga. Il avait demandé, lorsqu'il faisait l'homélie autour de la mort de Monseigneur Benoît Bala, il disait « En quoi l'Église catholique vous gêne-t-elle » Il n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer certains de ces pouvoirs-là aujourd'hui. Donc je ne peux pas admettre qu'on dise sur un plateau comme celui-ci que l'Église a des rapports incestueux de façon générale avec les pouvoirs. Bon, peut-être que vous avez des... Mais c'est l'Église, maintenant, quelques hommes de l'Église n'ont pas ces mêmes rapports. Lorsque nous avons eu le cas de Mbopi, on a vu le corps d'armée se déplacer avec le gouverneur. Lorsque nous avons eu le cas de ça, je m'attendais aux mêmes conclusions, parce que ça, ce n'est pas à l'Église de déterminer l'origine et encore la cause. C'est aux hommes en tenue de descendre, de faire des investigations. Au premier rang duquel le gouverneur du centre et le procureur général de la cour d'appel. Ce n'est pas à Monseigneur Sosten Baïmi d'en faire la déclaration Sam Severin. Je crois qu'on a eu à voir, on nous a dit qu'il y a eu comment vous allez dire ça, on a eu des enquêteurs qui sont descendus sur le lieu, mais ce n'était pas eux. Lorsqu'on parle de bombes artisanales, je pense quand même que cela relève du plan sécurité. Il fallait quand même qu'il y ait des gens qui se déplacent. Donc, si le gouverneur ne s'est pas déplacé, encore moins le procureur général, excusez-moi, il y a ça peut donc dire, comme le rappelait Monseigneur Akonga, que cette église catholique est plutôt visée aujourd'hui dans le collimateur. De quelle force, on ne sait pas. Peut-être parce qu'elle a commencé à se sortir d'un certain étau aujourd'hui, ne voulant pas cautionner précisément certains des points de vue, tendances. Mon pays me fait peur. Ils prennent même d'abord les bombes là-haut. Mais si on avait dit que même le Mbanje, on ne va plus vendre ici au Cameroun. Hey, j'ai d'ailleurs peur. Quand on parle encore de bombes là, mon corps fait un genre. C'est même encore qu'avec nos églises catholiques au Cameroun, non, maman. Laissez-moi la quantité, sinon. Bamenda ne nous laisse pas. Le Cameroun ne nous laisse pas. Vous prenez même ça, ou ça se passe même comment vous. Mais si on avait dit qu'on va fouiller les Camerounais, les détecteurs de métaux, où c'est des métaux, où c'est parti où? Les détecteurs de métaux. Juste pour savoir, Megui, quand on parlait de bombes artisanales, est-ce que son explosion aurait bien pu entraîner une mort d'homme? Oui. Donc, on a eu le témoignage du vicaire, là, l'abbé Claude Arthur Ngono, qui a expliqué qu'effectivement, vu la puissance de la déflagration, justement, que si le curé était dans sa chambre à ce moment-là, parce qu'il faut que j'apporte une précision. Alors, on est bien là à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ça. Donc, Monseigneur Sosten Baïmi, qui est l'évêque d'Obala, c'est lui qui a fait la déclaration selon laquelle cette agression-là, il s'agit ici d'une agression. Donc, il n'était pas directement impliqué. Il a non, c'est le curé, c'est la chambre du curé. Voilà, de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, donc de ça. Donc, il faut dire quoi? L'abbé Claude Arthur Ngono a dit effectivement que si le curé à ce moment-là était dans sa chambre, parce qu'il y a eu un incendie. C'est qu'on ne parle plus de ça. Ça a été suivi d'un incendie. Il y a presque tout qui a brûlé, les soutanes du prêtre, beaucoup de choses ont brûlé, le matelas a brûlé, tout a brûlé. Donc s'il avait été là, il serait certainement... Voilà, en tout cas, on va espérer, comme le rappelait Mbobok et Charles Armel, qu'une enquête puisse être diligentée, même si autour même de la mort du prélat Benoît Bala, l'enquête n'a pas pu aboutir jusqu'à ce jour. Enquête prise en main par la cour d'appel du centre. Depuis le tout dernier communiqué rendu public par le procureur de la dite cour, monsieur Jean-Fils Saint-Amac. Troisième information. Troisième information, donc il s'agit de sport. Et de sport, de quel sport? Du volleyball. Donc au Cameroun se tient actuellement la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball dames. On a eu déjà à jouer 3 matchs pour, je parle du Cameroun qui a affronté dans un premier match le Botswana. Ce match qui s'est soldé par 3-7-0. Ensuite, on a rencontré l'Algérie. Ensuite, l'Égypte en troisième rencontre. Et ce match qui s'est soldé par 3-7-1. Il faut dire que l'Égypte, c'était une équipe extrêmement redoutée. Donc, aujourd'hui, se tiendra donc les demi-finales. Donc, le Cameroun est qualifié pour les demi-finales et rencontrera cette fin d'après-midi le Sénégal. Donc, c'est un match extrêmement important parce qu'une qualification en finale reviendra à dire que le Cameroun est encore qualifié pour la CAN mondiale du côté du Japon, la prochaine CAN mondiale. Donc,
Voilà une rencontre extrêmement intéressante. Et les internautes, justement, disent que oui, c'est bien de s'intéresser au football, mais qu'il faudrait aussi quand même que de plus en plus on s'intéresse à d'autres sports qui font quand même, à d'autres disciplines qui font quand même les beaux jours du sport camerounais. Alors, Charles Hamel, une personnalité, me rappelait bien hier qu'on est un pays extraordinaire, on est béni. Comment fait-on pour gagner la CAN 2017 ? Comment nos filles font-elles en football pour bien se comporter à la dernière CAN également? Comment fait-on pour arriver à ce niveau, même pour le volleyball, en l'absence d'une réelle politique sportive à la base? Où pratique-t-on le volleyball au quotidien au Cameroun? Je ne sais pas. Quelle est la politique de la fédération ou bien du ministère? Sam Séverin, une seule réponse, impossible n'est pas camerounais. Vraiment, impossible n'est pas camerounais. On a vu les lutteurs camerounais qui s'entraînaient dans la boue. On a vu les lutteurs camerounais qui s'entraînaient dans la boue. On a vu les quartiers super maquillés qui s'entraînaient sur des matelas. Sur des matelas. Mais lorsque la victoire était la leur, c'était celle de toute la nation. On récupérait. On a vu encore ce boxeur, celui-là qui avait réussi à hisser le Cameroun, je ne sais pas si c'est dans les années 70, 72, mourir dans un état dans une décrépitude Bessala, mourir dans une décrépitude totale, sans qu'on ne puisse lui rendre même les honneurs dus à son rang, Sam Séverin. Donc je pense que ils ont fait montre, nos gouvernants ont fait montre, et notamment les responsables du ministère de la Jeunesse ont fait montre de ceci, que c'est là où il y a le gombo qui tremble les narines, là où il n'y a pas de gombo, il ne tremble pas les narines. Si vous vous rendez compte, si vous entendez que derrière le handball ou le volleyball, il y a des milliards qui se jouent, vous allez vous rendre compte aussitôt qu'il y aura des journalistes qui vont se spécialiser dans la question du handball. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura des délégués, on va commencer à créer des délégations pour aller faire X, pour aller faire Y. Pourtant, sur le fond, c'est des sports qui se valent. Quand lorsque vous arrivez sur le plan à l'international, ces sports se valent. Donc, tendance, on doit plutôt féliciter ces athlètes-là. Oui. Moi, je suis fier parce que ça rehausse encore l'image du pays partout. Oui. Ça, c'est l'image de mon pays, le Cameroun. C'est comme ça que j'aime qu'on parle de mon pays, en bien. Je ne veux pas rester là, on parle de mon pays en mal, ça me stresse. Mais quand je vois comme ça, je suis même fier. S'il y avait le temps, tout de suite, je prenais le billet d'avion, je partais voir ça. Mais ça va se jouer quand? C'est au Palais des Sports cet après-midi. Aujourd'hui. Alors, face au Sénégal, quand même, ça risque d'être compliqué, mais Guy, il y a d'autres grandes nations comme l'Égypte, on a vu. Oui, face au Sénégal, ça risque d'être compliqué, mais sinon, l'Égypte aussi, ça paraissait être plus compliqué encore parce que les grands favoris quand même de cette CAN, il y avait l'Égypte et le Kenya, parce que le Kenya, c'est une équipe extrêmement forte. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup à ce sport parce que je l'ai pratiqué pendant de longues années à l'époque où je n'étais pas encore très enrobée comme ça, donc je l'ai pratiqué et il faut dire quand même que oui, le volleyball se pratique au Cameroun, il y a des clubs de volleyball, il y a des regroupements, tout le temps. C'est juste qu'effectivement, la presse ne s'en intéresse pas trop et les pouvoirs publics non plus ne s'en intéressent pas trop autant que le football. Peut-être que la fédération elle-même ne fait pas beaucoup d'efforts de promotion et de vulgarisation. Non, c'est fait. Et puis, je peux vous dire qu'il y a vraiment de très belles pépites parce que même l'équipe de volleyball, messieurs, que ce soit national, l'équipe nationale ou même en club, il y a de très belles pépites. Bien. Et pour finir justement, je disais que c'est quand même malheureux, il faudrait qu'on y pense, de voir un match de volleyball qui est reporté par des journalistes qui n'en savent pas grand-chose, qui ne connaissent pas véritablement les règles de ce sport-là et qui ne savent pas que, par exemple, au volleyball, on peut jouer avec le pied. On voit un journaliste qui reporte un match de volleyball et qui s'étonne de ce qu'une joueuse joue avec le pied. Voilà. Merci beaucoup. On voit que vous en connaissez grand-chose. On prend interpellation. Le progrès déjà, c'est que les Camerounais doivent changer de mentalité. Il y a déjà un point. L'éducation est à terre au Cameroun. Les Camerounais ne parlent pas de l'éducation alors que l'APE est en train de tuer tout le Cameroun. D'accord? Ok. Donc si déjà tous les Camerounais peuvent se lever un matin, taper la main sur la table pour qu'on arrête l'histoire de l'APE, je crois que c'est déjà un grand changement. Un grand changement, je dis bien. Si c'est déjà de ce côté, je peux m'arrêter là. Voilà, sur le phénomène des APEE, on en a beaucoup parlé souvent en période de rentrée scolaire. Est-ce qu'on peut aller vers la suppression totale de ces frais?
encore que le texte interministériel qui institue l'APE ne l'avait pas rendu obligatoire, c'était facultatif. Maintenant, le ministre Bapel vient par une autre circulaire la rendre obligatoire et tout le monde s'y est engouffré. Pourquoi on s'y est engouffré? Justement, comme dit notre compatriote, parce que nous n'avons pas l'esprit des militants. Parce que nous, les parents qui souffrons, on nous impose cette APE-là, qu'on doit payer avant même l'inscription de nos enfants, et on se conforme. Il faudrait donc qu'on marche, on dise que non à l'APE. Est-ce que l'actuel ministre des enseignements secondaires a la latitude de revenir sur la note circulaire signée par Bapes? Absolument, il a la latitude. C'est lui, dans la réalité, qui doit l'annuler. Parce que c'est une note circulaire qui annule une autre note circulaire. Donc il doit l'annuler. Comme il ne l'a pas annulé, ça veut dire qu'il a trouvé un environnement qui est propice à, je veux dire quoi, au détournement des deniers publics, à des combines de tout genre, et il laisse faire. Il a donc peur qu'en supprimant, il va couper tous les réseaux et peut-être se tirer des ennemis pour rien. Donc en fait, c'est nous là les parents qui devons tout faire pour que cette histoire n'existe pas. Mais est-ce que avons-nous l'âme des militants alors? Voilà, tendance, aujourd'hui les frais d'APE varient d'un établissement à un autre. Ça nous finit seulement. Ce n'est pas les mêmes montants partout. Voilà. Ça n'a pas un prix fixe. Quand tu vas dans un autre lycée, on te parle peut-être de 20 000 francs. Tu pars dans l'autre, on te parle de 30 000 francs. Tu parles dans l'autre, c'est 25 000 francs. Pourquoi on a fait une réunion et donner un montant fixe? Pourquoi on a envoyé ton enfant à l'école que tu saches que non? Si on envoie mon enfant à l'école de Dedo, l'APE doit peut-être donner 20 000 francs. Tu t'arranges. Pas que tu vis ici. 20 000, 25 000, 30 000. Quand c'est comme ça, vous nous embrouillez. Entendez-vous, vous nous donnez un taux forfaitaire. Baissez même le prix. Pourquoi pas? Vous pouvez mettre à 5 000 francs. Non, ils ont donné la latitude aux proviseurs et aux directeurs de CS de le faire, puisque c'est eux qui connaissent les besoins de l'école, et de soumettre donc les besoins à ce qu'ils appellent conseil d'établissement. Et là, un conseil d'établissement, vous verrez que les parents... conseil de parents d'élèves aussi. Oui, mais attends, quand un proviseur vous dit nous avons besoin de recruter 5 enseignants parce que l'État ne nous a pas envoyé des enseignants, le parent, tu vas faire quoi? Puisque c'est lui, tu as peur de dire que mais si on ne recrute pas, si je ne paye pas, mon enfant ne sera pas enseigné. Vous êtes obligé. C'est pour ça que au CS de la cité de Cité SIC, on vous dit la BLAP c'est peut-être 15 000, lycée d'Edo c'est 20 000, lycée d'Aqua 25 000, lycée Oyak c'est 12 000. C'est par rapport aux besoins que le parent n'a pas les moyens. Au lycée de Makepe c'est un peu plus cher, je crois que ça va chercher dans les 20 000. Le parent n'a pas les moyens de s'opposer. Charles Amel, les proviseurs et directeurs d'établissement disent qu'aujourd'hui effectivement ils n'ont plus les subventions de l'époque, donc forcément on n'y peut rien. Il faut que les parents trinquent aussi. Sam Sévérin, qu'il change l'expression association des parents, d'élèves et enseignants. Que ça devienne l'association du ministre des enseignements secondaires, des proviseurs des lycées et des directeurs d'école. Point. On n'a plus de problème si cela devient ainsi. Les parents vont justement se rendre compte que là, au ministre qu'on verse l'argent, et j'avais le proviseur tranquillement. Ça, qu'on change d'abord l'appellation de ce nom. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'à la base de cette association, il était question pour les parents de toucher du doigt, les réalités que vivent et que rencontre le corps enseignant, d'évaluer les besoins posés à eux par l'ensemble du corps enseignant et de voir des solutions qu'ils pouvaient apporter. Sam Sévérin, on a créé l'association des parents d'élèves qui était à l'époque APE. Cela n'a pas empêché que chaque année, lorsqu'on recrute des enfants, ils viennent avec un banc. Cela n'a pas empêché que l'association existante, que les proviseurs se retrouvent à vendre et des tenues, et des livres, et des fournitures dans l'enceinte de l'établissement sans que cela ne dérange les gens. L'association existante, on a vu des proviseurs se lever, recruter leurs copines, recruter leurs cousins, recruter leurs frères comme enseignants, sans toutefois prendre en considération les inquiétudes des parents par rapport au niveau et par rapport aux échecs scolaires constatés dans l'établissement. Alors j'estime, Sam Sévérin, que les parents feraient mieux de se retirer de cette histoire, que le ministre baptise désormais association du ministre des enseignements secondaires, des directeurs, des proviseurs d'établissements scolaires et des enseignants. Point. Ils se contentent de gérer leur affaire.
Très bien. Megui, vous vous alignez sur la même proposition de Charles Armel. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question oui. ou alors Non, je vous pose la question, oui. Ben moi, je vais dire quoi, là, l'association des parents d'élèves, ça existe depuis, hein, sauf que maintenant, ça a changé. On se demande bien si c'est toujours, ces associations sont toujours créées aux mêmes fins qu'elles étaient avant. Déjà qu'au niveau même du coût, c'est devenu extrêmement cher dans certains établissements. Ça va jusqu'à 30 000 oui. En dehors de tout ce qu'il faut payer comme pension, en dehors des fournitures scolaires, c'est lourd. Maintenant, on aimerait quand même faire ce sacrifice pour des enfants et voir que les enfants en profitent réellement. Parce que si on fait ce sacrifice et on ne voit pas le bien fondé sur des enfants, vous arrivez dans des salles de classe où des enfants sont assis à 6, à 5 sur des tables bancs, à quoi a servi donc l'argent de l'APE? Vous arrivez dans des établissements où les enfants n'ont même pas accès à de l'eau potable. À quoi a servi l'argent de l'APE? Mais lycée d'Aqua ici, là, qui vient d'être endeuillé, là, fais un tour là-bas, tu vas voir les toilettes. Voilà, vous arrivez dans des établissements, vous entrez dans les toilettes, mais c'est d'une insalubrité notoire quand elles existent même. À quoi sert l'argent de l'APE? Donc vraiment qu'on nous arrête ces conneries. Si vous ne pouvez pas mettre des enfants à l'aise, écoutez, dispensez donc les parents de verser cet argent. Voilà. Voilà, merci bien. On a fait le tour de la question de cette rubrique interpellation qui revenait sur les associations dites des parents d'élèves, des enseignants. Voilà, donc avec la belle proposition de Charles Armel qui suggère qu'on puisse changer d'appellation pour ne plus désormais parler que de l'association des proviseurs, directeurs de CS et du ministère. C'est tout. Voilà. Du ministre, pas du ministère, du ministre. Oui, comme ça qu'il sache qu'il est associé à ça. Très bien, nous allons aller parler à présent donc d'un institut de beauté, donc l'Académie internationale de beauté intitulée AIB. AIB, Académie internationale de beauté, une école au service de l'emploi jeune. AIB forme des spécialistes dans les domaines esthétiques, coiffure, dermocosmétiques et bien d'autres, tout en délivrant des formations reconnues par le MINEFOP. Toutes les attestations de l'Académie AIB mènent au marché du travail. AIB, au service des soins corporels, des produits high-tech tels que le scanner, la microneedling, le jet de soins. AIB gagne la confiance de tous ses partenaires. Parce que à AIB, une formation égale un emploi. L'école des majors vous attend le 10 octobre. Contact 233 43 74 50 6 75 13 60 36. Situé à la rue Afkodi, Bonapriso, AIB, votre école. Voilà. Et pour en parler donc avec nous, Constille Amine, bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à ces nombreux parents qui nous regardent encore ce matin et surtout un bonjour particulier à tous ceux et celles-là qui sont à la recherche, bien entendu, d'un emploi. Ça, je sais que vous êtes très nombreux à la maison qui recherchez un emploi. Alors, retenez très bien qu'un emploi s'obtient d'abord avec une formation et une formation de qualité aujourd'hui. C'est bien sûr du côté, bien sûr, de Bonapriso à Douala au Cameroun dans une école de formation exceptionnelle, à savoir AIB, Académie internationale de beauté. Présentez-nous donc AIB. Alors, Sam Séverin, AIB est donc cette grande école de beauté reconnue par l'État camerounais et bien sûr par des partenaires internationaux. AIB est donc basée en plein cœur de Douala à Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. AIB, à savoir Académie internationale de beauté, propose des formations à fort potentiel d'emploi en esthétique, en coiffure et en cosmétique. Voilà donc une présentation un peu claire de cette école aujourd'hui qui fait la fierté des Camerounais et bien sûr de la sous-région africaine, parce qu'il faut rappeler, Sam Séverin, qu'on reçoit depuis plusieurs années des apprenants qui partent du Gabon, de la RCA, du Tchad, du Congo pour venir se former au Cameroun. Et au Cameroun, ces apprenants choisissent uniquement l'unique et seule école qui offre des formations qui vous intègrent directement dans le monde de l'emploi, à savoir cette école a pour nom Académie internationale de beauté, AIB, un label à retenir désormais. Voilà. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail, en profondeur sur les types de formations qui sont proposées? Alors, je l'ai si bien dit, Sam Séverin, les types de formations, il faudra que nous allons communiquer de temps en temps sur les antennes de cette émission. Mais déjà, pour l'instant, je tiens déjà à attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent à la maison, des parents, des élèves, des étudiants, des chercheurs d'emploi, que AIB, c'est plusieurs types de formations. Je l'ai si bien dit, vous avez une formation en esthétique. Alors, ceux ou celles qui veulent devenir des véritables esthéticiens, c'est donc l'occasion plus que jamais d'aller vous inscrire du côté
côté bien sûr de AIB. Également ceux qui veulent devenir des professionnels, des LAS, c'est-à-dire des as de la coiffure africaine, européenne et mondiale. Alors c'est donc l'occasion d'aller également vous inscrire du côté bien sûr de l'AIB. On va également parler donc d'un autre département qui se veut très important et capital, le côté cosmétique. Ah ben oui, c'est vrai, ils sont très nombreux qui ne maîtrisent peut-être pas l'importance de cette formation. AIB vous permet à travers ses enseignants qualifiés, ces salles de cours modernes, d'apprendre en intégralité le métier et bien sûr c'est-à-dire cette grande possibilité de devenir des techniciens du cosmétique. Voilà donc les types de formations qu'on retrouve du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté qui a donc pour abréviation AIB. Et pourquoi choisir AIB? Alors Sam, c'est vrai, c'est une très très bonne question, c'est une question très alléchante. Il y a plein de centres de formation au Cameroun, il y a plein de centres de formation en Afrique, plus précisément à Douala. Alors chers parents, chers étudiants, chers téléspectateurs, pourquoi choisir AIB? Ah ben oui, vous savez déjà que le concept Salaka ne fait pas la communication de n'importe quoi. Avant de communiquer sur un produit, avant de communiquer sur un service, nous prenons d'abord la peine de parcourir tous les contours de ce service et on a compris qu'aujourd'hui, l'unique école qui vous permet, chers téléspectateurs, d'avoir une formation de qualité, c'est AIB. Alors pourquoi choisir AIB? Tout d'abord par le quartier dans lequel cette école se trouve. Bonapriso, qui est un quartier résidentiel, qui est un quartier clean, qui est un quartier soft. Également, l'autre élément qui vous permettra de choisir AIB, c'est tout d'abord ses enseignants qualifiés et professionnels. Ça, j'insiste là-dessus, la qualité des enseignants et surtout la qualité des enseignements dispensés bien sûr du côté de AIB. On va également rappeler qu'il y a d'autres atouts tels que les salles de classe entièrement modernes et climatisées et un effectif limité. Ça, je dis bien un effectif très limité, c'est 10 étudiants par filière. Je dis bien 10 étudiants par filière de formation du côté bien sûr de l'AIB. On va également rappeler qu'un autre atout, c'est la disponibilité d'un espace pratique. Parce qu'il faut rappeler que AIB dispose d'un espace pour la pratique en coiffure, un espace pour la pratique en esthétique, un espace pour la pratique en cosmétique. Un autre élément, choisir AIB tout simplement également parce que AIB est un sous-centre d'examen pour ce qui est de la coiffure, de l'esthétique et du cosmétique. Voilà donc quelques raisons qui vous permettront aujourd'hui de choisir les AIB. étudiants qui sont sortis de AIB jusque-là sont employés dans quelques instituts de formation de la place. Vous pouvez nous en citer lesquels? Ah ben oui, il faut rappeler que donc question de montrer donc que le professeur a dit le côté sérieux de AIB. On a plusieurs étudiants qui sont aujourd'hui après leur formation ont intégré directement le monde de l'emploi dans les instituts de beauté tels que Becombel. Il y a bien entendu Diamond Naib, du côté bien sûr de Malabo. Il y a plusieurs instituts de beauté qui ont recruté directement nos étudiants. Donc je vais dire tout simplement à tous les téléspectateurs, se former c'est bien, mais se former à l'Académie internationale de beauté, c'est encore mieux, qui est situé en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. Je rappelle que les inscriptions se poursuivent tous les jours ouvrables de lundi à samedi. Les cours ont commencé depuis le 10 octobre et quelques places restent encore disponibles pour les parents retardataires. Et je rappelle que le coût de formation est abordable à tous les apprenants avec des facilités au niveau du paiement. Alors, chers parents, merci et suivez-nous du côté, bien sûr, de l'Académie internationale de beauté à Bonapriso. AIB, Académie internationale de beauté, une école au service de l'emploi jeune. AIB forme des spécialistes dans les domaines esthétiques, coiffure, dermocosmétiques et bien d'autres, tout en délivrant des formations reconnues par le MINEFOP. Toutes les attestations de l'Académie AIB mènent au marché du travail. AIB, au service des soins corporels, des produits high-tech tels que le scanner, la microneedling, le jet de soins. AIB gagne la confiance de tous ses partenaires. Parce que à AIB, une formation égale un emploi. École des majors vous attend le 10 octobre. Contact 233 43 74 50 6 75 13 60 36. Situé à la rue Afkodi, Bonapriso, AIB. Voilà, on a dit pourquoi choisir AIB. Bon, on va ajouter une autre raison, peut-être pour la beauté et la prestance de sa promotrice. Comme on a pu le voir en image, Madame Bilon, c'est son nom. Vous la connaissez bien. Madame Bilon, oui. Très bien. Et vous gardez la parole pour les tout derniers messages. Voilà, donc on a depuis notre page Facebook, Yuge
voilà, de Gaulle, qui nous écrit « J'ai eu à donner mon sang pour rien, mais quelques années plus tard, je me suis retrouvée à 2 heures à l'hôpital de Bonasama avec mon papa. Il fallait urgemment 2 poches de sang. Il tombait une pluie battante. À la banque de sang de Bonasama, on me dit qu'il n'y a pas de sang du groupe demandé. Je me suis lancée sous la pluie. J'ai pu avoir une poche de sang à la Quintini. Et il me fallait revenir avec les donneurs pour pouvoir entrer en possession de la 2e poche. Le problème est que lorsque je reviens à Bonasama avec le sang, l'infirmière un matin me demande pourquoi vous êtes allé chercher du sang à la Quintini alors qu'à Bonasama, on a une banque de sang. Je lui explique qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de sang du Rhésus AB et justement l'infirmier s'inquiète et il me dit c'est impossible. On se déplace vers la banque et on constate que le frigo était plein de sang du Rhésus AB. Pourtant, la nuit, le groupe sanguin AB, pardon, pourtant la nuit, l'infirmière de garde m'avait dit le contraire, espérant que je devais dire qu'on peut faire comment. Donc, à propos donc de l'histoire du jour, on a Donald Bidja qui nous dit le mariage n'est pas une prison civile mais un consensus, une union résultant d'un amour et du moment où les conditions ne sont plus respectées, il y a lieu de divorcer. Donc à ce niveau tendant, cette femme devrait déjà faire asseoir un conseil de famille, voilà, et demander une séparation de corps et le reste viendra. C'est pas seulement l'homme qui demande le divorce, qu'elle fasse constater. Ensuite, il nous dit que la liberté, nous parlons beaucoup de liberté des hommes en Afrique alors que nous vivons encore des formes d'esclavage. Cette dame n'est pas une machine de maison de ce monsieur, mais sa moitié. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu constates que les termites d'une branche de ton manguier peuvent détruire ce manguier, alors coupe cette branche. Les hommes sont très mesquins. La dot n'est pas un achat, mais un remerciement pour tout le travail abattu par la belle famille. Et il y a des hommes qui épousent des femmes parce qu'ils visent loin et lorsqu'ils ont ce qu'ils veulent, ils montrent le feu à ces dernières parce qu'il n'y avait pas d'amour au début et ils ont peur de divorcer, de peur que le beau-père les enlève peut-être du boulot qu'il leur a donné ou les emprisonne et ils refusent dans le divorce sous un quelconque prétexte. Des bandits de la société aimer avant d'épouser et non épouser pour aimer. Alors, on a beaucoup parlé de conseil de famille tout à l'heure, mais lorsque vous avez également un monsieur dont la maman l'un des problèmes aussi, parce que tendance, c'est bien ça le cas, c'est-à-dire que la belle-mère de la fille, de la femme en question, est très très impliquée dans ce conflit, elle est très très présente. Et elle est complice avec son fils. Là, c'est bien compliqué en termes de conciliation. Tout à fait. Rien n'est compliqué, Sam. Ça devient compliqué précisément comme dit ma fille là. Ça veut dire que vous pensez, c'est un homme. J'ai aimé une femme, nous allons nous marier, nous sommes à 2, le mariage c'est 2 personnes. Vous allez donc vous rendre compte chaque jour que ce n'est pas 2 personnes. Et lorsque la maman vient habiter carrément avec vous dans la même maison, qui est venu demander la main de cette femme? Si elle est partie en mariage comme ça, parce qu'on dit qu'elle n'a même pas été dotée, ça veut dire qu'elle pouvait venir comme ça le matin, j'ai aimé mon gars. Si vous ne voulez pas, je pars. Vous le voulez ou non, je pars. D'accord, ça se complique. C'est pour cette raison qu'on vous dit toujours que c'est 2 familles qui se marient. Donc, quand et les 2 familles parce qu'elle n'a pas été dotée, elle est obligée de subir sa belle-mère. Non, je ne le dis pas. J'ai dit simplement qu'effectivement, si elle accepte de ne pas être dotée, parce qu'on peut, la dot c'est symbolique. On peut même vous dire d'apporter 10 millions et on ne prend même pas 100 francs. C'est même votre beau-père qui finance tout. C'est précisément parce qu'on veut voir comment ces 2 familles, notre fille ira où. C'est ça qu'on veut voir lorsqu'on parle de dot, comment je vais dire, de conseil de famille. Précisément, c'est pour éviter ce genre de problème que l'Afrique a mis tous ses contours, pour éviter que la femme soit absorbée, soit martyrisée, soit tombée entre les mains de certains prédateurs, il faut le dire ainsi. Parce qu'il y a certains hommes qui sont des bourreaux. Comment la femme peut-elle alors s'en sortir, elle qu'on dit cette faible? Il y a tous ces contours. Si vous ne voulez pas les apprendre auprès des traditionnalistes, j'allais dire tant pis. On a compris. Peut-être en faisant l'enfant, aussi va programmer le divorce. Comme il peut aussi dire que je ne programme rien, je reste là. Et il prend l'enfant comme son enfant. Parce que s'il a épousé, même si cette femme vient avec un enfant de l'extérieur, c'est son enfant s'il veut le reconnaître. Le monsieur qui est à l'extérieur ne pourra rien y faire. C'est son enfant. Donc, on va définitivement sortir de cette histoire avec ce message avec vous, Charles Armel. Est-ce qu'on peut imaginer que, vu la situation actuelle, que la femme puisse partir, finalement?
Sam Sévérin, pour qu'elle parte, il faudrait qu'elle soit libérée par son mari, par son époux. Il faut qu'elle soit libérée, elle ne peut pas partir d'elle-même. Il faut qu'elle soit libérée par son époux, contrairement à ce que Megui pense. Et les valeurs africaines, les valeurs africaines restent de mise. La preuve, elle a tout fait. Il y a une vérité qu'il ne souhaite pas partager les deux, une vérité profonde et connue par les deux. Sam Sévérin, ils ne veulent pas la partager. Chacun garde le secret, mais j'espère que le jour viendra où ça sortira. Vous ne pouvez pas avoir une belle-mère qui vous fait toutes les misères du monde. Voilà. Vous avez un homme qui vous fait toutes les misères du monde, mais qui ne veulent pas vous libérer. Posez-vous quand même les questions. Sam Sévérin, il y a même déjà un mot qui pose un problème. Quand on dit libérer, donc on reconnaît implicitement que le mariage c'est une prison. Mais c'est le code civil qui le dit, c'est pas la tradition africaine. Non, c'est le code civil qui le dit. Non, ce n'est pas une prison dans la mesure où il y a le divorce. Divorce alors, non, si le mari dit non au divorce. C'est pour ça qu'on dit donc qu'il faudrait que la société justement et les administrateurs revoient ça. S'il y a le mariage, parce que ce n'est pas une prison, on a créé le divorce. Merci. Si ça ne va pas, il faut se séparer. Merci bien. On est arrivé au terme de ce programme. C'est le vendredi, on va se séparer tendance. On se sépare dans les bonnes conditions, ça. Mais je vais encore dire à tous ceux qui écrasent au quartier que quand vous voulez écraser, lavez vos machines. Les femmes qui écrasent le gombo, quand tu reviens écraser ton coquille, ça devient le coquille gombo. Je ne veux plus entendre ça. Parfois, il y a le piment, vous vous retrouvez avec du piment dans votre cuisine. On te malaxe n'importe quoi. Okay. Vous ne pouvez pas taper le gombo comme nos parents tapaient avant. Vous prenez pour aller donner à la machine. Et les gens qui écrasent même mélangent avec les arachides. Merci bien. Au nom de la liberté de critiquer, on va parler de hygiène et salubrité du Cameroun. Donc, en abrégé, ISACAM. Alors, depuis quelque temps, les ordures s'amoncellent de nouveau. Douala est en état de putréfaction avancée. Alors, ce qu'on va dire sur la question, c'est que d'après nos sources, l'actuel patron de ISACAM, M. Ngapanou, avait hérité de cette société-là des mains d'un expatrié à l'époque, en période de turbulence. Bon, c'était un bien joli cadeau qu'il a su transformer, reconnaissons-le, en une entreprise prospère aujourd'hui. Mais sauf qu'il a bénéficié donc, pendant toutes ces années, d'un véritable monopole qui lui a été reconnu et accordé par l'État du Cameroun à travers les communautés urbaines et surtout le ministère du Plan et de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà. Aujourd'hui, donc, la question du monopole se pose encore avec acuité dans le domaine. Pourquoi ne pas libéraliser alors qu'il existe un texte signé du président lui-même qui permet à ce que de nouveaux opérateurs puissent rentrer dans le secteur du traitement, du ramassage des ordures? Va-t-on devoir continuer à laisser une seule entreprise alors qu'il y en a d'autres? Même si on estime qu'il n'y a personne d'autre sur la place qui peut justifier d'un cahier de charges, alors que pourtant, d'après nos informations, il y a bel et bien des gens qui se manifestent avec du matériel adéquat, à qui on peut confier un peu ce travail-là, tout au moins pour un début. Parce que pour l'instant, on nous dit qu'il y a 50 milliards de francs au moins que l'État doit payer à ISACAM. Conséquence, ISACAM est en train de bouder un peu, en train de bâcler un peu le travail pour le cas de Douala, sans que les populations ne sachent à quel sens se vouer finalement. Donc c'est bien dommage et vivement que cette question soit très rapidement réglée. Sinon, on sera, en plus des routes qui sont totalement dégradées aujourd'hui, obligés de marcher encore dans des tas d'immondices, comme c'est déjà le cas. Merci, très bon week-end à tous.